Colmar, un mardi d'octobre. Le ciel avait cette pâleur laiteuse des matinées d'Alsace qui n'arrivent pas à décider si elles offriront la pluie ou le soleil. L'air sentait le mou de raisin et la pierre humide. Sur le parvis de l'église Saint-Martin, le grès rose semblait vibrer d'une attente fébrile. C'était le jour. Le jour qu'Élise Moreau avait dessiné dans son esprit depuis qu'elle avait, à 16 ans, échangé son premier baiser maladroit avec Julien Carpentier derrière le stand de Kugelhopf de la fête du village. Élise était une enfant de Colmar. Elle n'était pas seulement née ici, elle était d'ici. Ses mains, perpétuellement tachées de terreau et griffées par les rosiers, étaient connues de tous. Les rêves de Flore, sa petite boutique nichée dans la rue des Tanneurs, n'était pas un simple commerce. C'était une extension d'elle-même, un havre de parfum où les habitants venaient chercher un remède à la mélancolie autant qu'un bouquet pour un anniversaire. Elle avait cultivé elle-même la moitié des fleurs qui débordaient maintenant de l'église. Des lys blancs purs, des pivoines d'un rose tendre presque disparu pour la saison et des cascades de lierre cueillies dans le jardin de sa grand-mère. Elle se tenait dans la petite sacristie, sa respiration brumeuse dans la fraîcheur de la pierre. Sa robe, d'une simplicité désarmante en dentelle de Calais, contrastait avec la solennité du lieu. Elle n'avait jamais voulu de faste, juste Julien, le fils du boulanger, aussi fiable et constant que le levain de son père. L'homme qui connaissait ses silences, qui savait quand lui apporter un café chaud à la boutique avant même qu'elle n'ait ouvert, qui était son ancre. Son père, ému aux larmes, lui tendit le bras. « Tu es la plus belle chose que cette vieille église ait jamais vue, ma chérie. » Élise sourit, une vague d'amour pur la submergeant. « J'espère qu'il pense pareil. »« Il serait aveugle sinon, » répondit-il en la guidant vers les grandes portes. Les premières notes de l'orgue résonnèrent, majestueuses, un peu trop fortes pour une cérémonie si intime. Les portes s'ouvrirent. La nef était baignée d'une lumière douce, filtrée par les vitraux centenaires. Tous les visages de sa vie étaient là. Madame Schmidt, la voisine acariâtre qui lui achetait pourtant des géraniums chaque printemps, les viticulteurs du coin, ses amis d'école, et au bout de l'allée, Julien. Il était incroyablement beau dans son costume bleu marine, mais quelque chose clochait. Il était d'une pâleur de cire. Ses mains, jointes devant lui, tremblaient si fort qu'on le voyait d'ici. Élise sentit une première pointe d'inquiétude, qu'elle balaya aussitôt. Le trac, c'était normal. Elle aussi avait l'impression que son cœur allait s'échapper de sa poitrine. Elle avança lentement, son bouquet vibrant au rythme de ses pas. Chaque mètre la rapprochant de lui semblait étirer le temps. Elle arriva à sa hauteur. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Quand il le fit, son regard n'était pas celui qu'elle attendait. Il n'y avait ni joie, ni adoration, seulement une panique froide, abyssale. Le prêtre commença son homélie, parlant d'engagement, de la force des racines alsaciennes, de la communauté. Élise n'entendait rien. Elle était fixée sur Julien, essayant de lui transmettre son calme par la seule force de sa volonté. Vint le moment, l'échange des consentements. Julien Carpentier, consentez-vous à prendre Élise Moreau ici présente pour votre légitime épouse? Le silence s'étira. Le prêtre, surpris, s'interrompit. L'orgue, qui jouait une mélodie douce en fond, s'arrêta net. On n'entendait plus que le souffle collectif des invités. « Julien » murmura Élise, sa voix à peine audible. Il leva enfin la tête, ses yeux rencontrant les siens. Ils étaient pleins de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de joie. Sa voix se brisa. Il secoua la tête, un mouvement presque violent. Je ne peux pas. Un frisson glacial parcourut l'assemblée. Le père d'Élise fit un pas en avant, protecteur. « Je ne peux pas, Élise, répéta-t-il, plus fort cette fois, s'adressant à elle, mais aussi à toute l'église, à toute la ville. Je ne peux pas vivre un mensonge. Pardonne-moi. » Ce fut tout. Il ne dit rien de plus. Il ne dit pas quel mensonge. Il ne dit pas pourquoi. Il se retourna simplement, le dos voûté, et commença à remonter l'allée à grandes enjambées. Élise resta figée. Le bouquet de pivoine glissa de ses doigts et s'écrasa sur le sol de pierre. Un bruit mat et terrible. Le son du rejet. Elle resta là, seule devant l'autel, la mariée abandonnée de Colmar. Les murmures commencèrent, d'abord discrets,
puis enflant comme une vague sale. Des smartphones s'élevèrent. Dans le fond de l'église, quelqu'un filmait. Cette image, son visage décomposé, sa robe soudainement trop grande, le bouquet brisé à ses pieds, serait sur tous les écrans du village, avant le coucher du soleil. La pitié, les regards fuyants, le jugement silencieux. L'humiliation était totale. Elle sentit ses genoux fléchir. Elle allait tomber. Mais dans l'ombre du dernier banc, près d'un pilier sculpté, un homme observait la scène. Il n'était pas d'ici. Personne ne l'avait remarqué. Son costume, d'une coupe parfaite et d'un tissu qui semblait boire la lumière, valait plus cher que l'ensemble des tenues des invités. Il s'appelait Gabriel Lefebvre. Il n'était pas censé être là. Il était à Colmar pour une affaire triviale. Finaliser l'acquisition d'un petit fournisseur local de lin biologique pour sa maison de mode écologique, la maison Léandre. Un rendez-vous annulé à la dernière minute l'avait laissé avec une matinée libre. Il logeait dans la même auberge de charme que certains membres de la famille d'Élise et avait entendu parler du joli petit mariage de la fleuriste locale. Par une impulsion qui ne s'expliquait pas, attiré par la musique de l'orgue, il était entré. Et il l'avait reconnue. Pas la femme adulte, mais la fille. Il avait fallu 1 seconde. 20 ans s'étaient écoulés. Lui était Gabriel, le gamin maigrichon, le nouveau de Lyon avec ses vêtements trop courts et son air toujours sur la défensive. Elle était Élise, la fille lumineuse qui n'avait jamais participé aux moqueries. Un souvenir précis et douloureux lui revint. La cour de récréation du collège, la pluie, un groupe de garçons l'encerclant, le poussant, et Élise, du haut de ses 14 ans, s'interposant, sa voix claire claquant dans l'air froid. « Laissez-le tranquille, vous êtes bête ou quoi ?» Elle avait été la seule à le voir. Et maintenant il la regardait, exposée au pire moment de sa vie. Il vit les téléphones levés, les visages tournés vers elle comme des vautours. Un dégoût glacial lui noua l'estomac. Pas de la pitié pour elle. Non, elle était plus forte que ça, il le sentait. Mais de la fureur contre Julien, contre la foule, contre la cruauté ordinaire de ce monde qui prenait plaisir à filmer la chute. Il vit la mère d'Élise se précipiter vers elle, mais il vit aussi le regard d'Élise, vide, brisé, noyé dans une mer de honte publique. Gabriel Lefebvre, l'homme qui dirigeait un empire de plusieurs milliards d'euros, qui pouvait faire et défaire des carrières d'un simple coup de fil, resta dans l'ombre. Il n'intervint pas. Pas encore. Ce n'était ni le lieu, ni le moment. Mais en regardant Élise Moreau tenter de rassembler les lambeaux de sa dignité sous les yeux avides de sa propre communauté, il prit une décision. Il ne laisserait pas cette histoire s'écrire ainsi. Le silence qui suivit le départ de Julien fut pire que le bruit. C'était un silence lourd, épais, saturé de l'embarras collectif. L'église Saint-Martin, qui devait être le théâtre de sa plus grande joie, était devenue une chambre d'écho à son humiliation. Chaque sculpture de saint, chaque ray de lumière semblait la juger. Ce fut sa mère, Annette, qui brisa le charme morbide. Elle se précipita vers l'autel, enroulant un châle de soie autour des épaules nues d'Élise, comme si elle pouvait la protéger des milliers d'yeux invisibles qui, elle le savait, étaient déjà en train de la disséquer. « Viens, ma chérie, rentrons à la maison », murmura Annette, sa propre voix tremblant de colère contenue. Élise ne répondit pas. Elle se laissa guider, ses pieds se déplaçant avec une raideur de automate dans ses chaussures de satin blanc. Elle ne regarda personne. Elle fixait le sol, les dalles de pierre où son bouquet gisait, écrasées. En passant l'allée centrale, elle sentit les regards sur sa nuque, chauds et piquants comme des aiguilles. Elle entendit le clic discret d'un téléphone, un murmure étouffé. « La pauvre !» disait l'un. « L'a bien cherché ?» insinuait un autre. Dehors, le ciel avait choisi son camp. Il pleuvait. Une bruine fine et pénétrante qui transforma la place en un miroir gris. La vieille voiture de son père était là, encore ornée des rubans blancs qu'Élise avait elle-même noués la veille. La vue de cette décoration festive fut le coup de grâce. Une larme, grosse et chaude, s'échappa et traça un sillon sur son maquillage impeccable. Elle monta à l'arrière, sa mère de chaque côté comme une prisonnière. La réception au saloir de la rue des Tilleuls, le vin d'honneur, le buffet qu'elle avait passé des semaines à choisir. Tout cela l'attendait. On doit annuler la salle,
réussit-elle à articuler sa voix rauque. « C'est fait, dit son père, ses jointures blanches sur le volant. J'ai appelé le traiteur en sortant. » Ils roulèrent en silence à travers Colmar. La petite Venise semblait aujourd'hui une caricature grotesque de romance. Les maisons à colombages, d'habitude si charmantes, lui paraissaient laides, leurs couleurs criardes sous la pluie. Pendant ce temps, dans l'ombre du porche de l'église, Gabriel Lefebvre observait la voiture s'éloigner. Il avait attendu, dissimulé par la foule qui sortait maintenant, un mélange de gêne et de curiosité malsaine sur les visages. Il vit le moment où le smartphone fut baissé. Une jeune femme, probablement une cousine éloignée, regardait son écran avec une fascination horrifiée. La vidéo était déjà partie. 30 secondes. C'était tout ce qu'il avait fallu pour sceller le destin numérique d'Élise. Julien s'enfuit de l'hôtel. Le titre était brutal. La vidéo, tremblante, capturait l'essentiel. L'hésitation, le « je ne peux pas », la fuite de Julien et le visage figé d'Élise. Avant même qu'elle n'ait atteint sa maison, la vidéo avait été partagée 50 fois sur les groupes locaux. Gabriel sentit son propre téléphone vibrer dans sa poche. Son assistante à Paris. Il ignora l'appel. Il regarda la pluie tomber sur le parvis désert. Il se souvenait de cette fille, de sa gentillesse désintéressée. Il se souvenait aussi de ce que c'était que d'être le paria, la cible des moqueries. La différence était que son humiliation à lui avait été confinée à une cour de récréation. La sienne se déroulait désormais sur la place publique. Il retourna lentement à son hôtel, la même auberge de charme où logeait la famille d'Élise. L'atmosphère dans le lobby était électrique. Le personnel chuchotait. Gabriel monta directement dans sa suite, prit une douche froide et appela son équipe de sécurité à Paris. « J'ai besoin d'une recherche de fonds sur un certain Julien Carpentier, boulanger à Colmar, » dit-il d'un ton neutre. « Et surveillez les réseaux sociaux locaux. Je veux savoir jusqu'où cette histoire va. » Pendant ce temps, chez les Moreau, le salon était devenu une cellule de crise. Les fleurs de la cérémonie que le père d'Élise avait ramenées dans un accès de rage pragmatique, on les a payées, non, embaumaient la pièce d'un parfum presque funèbre. Élise s'était enfermée dans sa chambre, l'ancienne chambre de son enfance. Elle n'avait pas pleuré, pas encore. Elle était dans un état de choc cotonneux. Elle avait retiré sa robe de mariée, l'avait pliée avec une précision maniaque et l'avait rangée dans sa boîte. Elle portait maintenant un vieux pull gris et des chaussettes épaisses. Elle s'assit sur son lit. Son téléphone, laissé en mode silencieux, vibrait frénétiquement sur la table de nuit. Une centaine de messages, des messages de pitié, des messages de colère, des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je l'ai toujours détesté, ce type. Tu veux que je vienne? Et puis, le lien. Une amie bien intentionnée lui avait envoyé la vidéo. Élise regarda. Elle se regarda. Elle vit ce que tout le monde voyait, la mariée pathétique. Elle vit l'expression de Julien, cette terreur égoïste. Je ne peux pas vivre un mensonge. Quel mensonge? Était-elle le mensonge? Leur relation, ces 10 années, tout cela n'était qu'une farce. La colère commença à monter, chaude et acide, brûlant la brume de l'incrédulité. Il ne lui avait même pas donné la dignité d'une explication privée. Il l'avait détruite publiquement. On frappa à sa porte. C'était son père. « Élise, il y a quelqu'un pour toi. Je ne veux voir personne. Ce n'est pas quelqu'un d'ici. Il dit qu'il loge à la même auberge que ta tante, un certain Monsieur Lefebvre. » Élise fronça les sourcils. Le nom ne lui disait rien. « Dis-lui que je suis malade. Dis-lui ce que tu veux. » Un silence. Puis, la voix de son père, plus basse. « Il dit qu'il vous a connu au collège, à Lyon. » Lyon. Ce mot fit écho. Elle n'avait vécu à Lyon que 6 mois, enfant, avant que sa famille ne revienne définitivement en Alsace. Un souvenir diffus lui revint. Un garçon silencieux, des lunettes, Gabriel. Une curiosité morbide, ou peut-être juste le désir de rompre le fil insupportable de cette journée, la poussa à se lever. Elle descendit l'escalier, ses chaussettes épaisses glissant sur le bois ciré. Il se tenait dans l'entrée. L'homme qu'elle avait à peine remarqué dans l'église. Il était grand, et son costume sombre semblait absorber la lumière de la modeste entrée. Il n'avait rien à voir avec le garçon maigrichon de ses souvenirs.
Son visage était anguleux, ses yeux d'un gris acier, et il dégageait une aura d'autorité tranquille qui semblait totalement déplacée au milieu des bibelots de sa mère. « Mademoiselle Moreau, Élise, dit-il. Sa voix était grave, posée. « Je suis Gabriel Lefebvre. Nous étions brièvement au collège ensemble. Je suis désolé de vous importuner en un tel moment. » Il n'y avait pas de pitié dans sa voix. C'était ce qui la frappa le plus. Il la regardait droit dans les yeux, sans gêne, sans le voyeurisme embarrassé qu'elle avait vu chez tous les autres. « Je m'en souviens vaguement, mentit-elle à moitié. Que voulez-vous, monsieur Lefebvre ?» Il ne sourit pas. Il semblait incapable d'un geste aussi futile. « J'étais à l'église, j'ai vu ce qui s'est passé. Et je vois ce qui se passe maintenant, dit-il en faisant un léger signe de tête vers la rue où une voisine un peu trop curieuse faisait semblant de tailler ses rosiers sous la pluie. « Colmar est une petite ville, continua-t-il, et les petites villes peuvent être impitoyables avec ceux qui sortent du rang, même involontairement. » Élise sentit une bouffée d'orgueil défensif. « Je n'ai pas besoin de la pitié d'un touriste, monsieur. »« Je ne vous offre pas ma pitié, rétorqua-t-il, son regard s'intensifiant. Je vous offre une porte de sortie, temporaire. Cette ville va vous dévorer si vous restez. » Il fit un pas de plus, s'arrêtant juste avant de franchir le seuil de l'intimité. « J'ai une voiture qui m'attend. Je retourne dans le sud ce soir. Ma propriété en Provence est vide. Personne ne vous y cherchera. Pas de téléphone, pas de voisins curieux, juste des vignes et le silence. » Élise le dévisagea, abasourdie. L'audace de la proposition était sidérante. Partir avec un étranger, un milliardaire, si elle en croyait les vagues rumeurs qu'elle avait entendues à l'auberge. « Vous êtes fou, dit-elle. « Peut-être, admit-il. Mais je suis aussi la seule personne dans cette ville qui ne vous regarde pas comme une victime. Pensez-y, vous avez besoin de respirer un air qui ne soit pas empoisonné par votre histoire. » Il sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste. Le carton était épais, luxueux, portant seulement un nom et un numéro. « Je pars à minuit, que vous décidiez de venir ou non, » dit-il en posant la carte sur la console de l'entrée. « Mais souvenez-vous d'une chose, Élise, la dignité ne se trouve pas en fuyant, mais en choisissant comment on affronte la tempête. Parfois, cela signifie simplement changer de décor. » Il se retourna et partit, la laissant seule dans le couloir, l'odeur des fleurs mortes se mêlant au parfum subtil et coûteux de son eau de Cologne et au poids d'une décision impossible. La carte de visite était un rectangle de carton ivoire, si épais qu'il semblait presque indestructible. Gabriel Lefebvre, pas de PDG, pas de Maison Léandre, pas même un logo, juste le nom et un numéro de téléphone. C'était l'antithèse absolue de l'humiliation publique et virale qu'elle était en train de vivre. C'était un secret. Élise resta immobile dans le couloir pendant une minute entière après son départ, la carte serrée dans sa paume. L'empreinte de son nom commençait à marquer sa peau. Ses parents arrivèrent de la cuisine, leur visage un masque de confusion et de douleur. « Qui était-ce, Élise ?» demanda son père, la méfiance aiguisant sa voix. « On ne laisse pas entrer d'étrangers aujourd'hui. »« Un ancien camarade, » dit-elle, sa propre voix lui semblant venir de loin. « Il logeait à la même auberge. Il est venu présenter ses condoléances. » Le mot lui écorcha la gorge, comme si elle était morte. D'une certaine manière, la future Madame Carpentier l'était, morte et enterrée sur le parvis de Saint-Martin. Elle monta dans sa chambre, fermant la porte derrière elle, créant une barrière dérisoire contre le monde extérieur. Mais le monde extérieur était déjà à l'intérieur, dans sa poche. Son téléphone vibrait sans cesse, comme un animal venimeux piégé. Elle s'assit sur le bord de son lit. Pendant 1 heure, elle ne bougea pas. Elle écouta les bruits étouffés de sa maison. Sa mère pleurant doucement dans la cuisine, son père passant des appels téléphoniques rageurs pour annuler le photographe, l'horloge comptoise du salon égrenant les secondes de sa nouvelle vie gâchée. Puis, avec la résignation d'un soldat allant au combat, elle prit son téléphone. Ce fut une erreur, ou peut-être était-ce la clarification dont elle avait besoin. La vidéo était partout. Le râteau de Colmar, la mariée plantée. Les titres étaient plus cruels les uns que les autres, mais ce n'étaient pas les titres qui la brisèrent. C'étaient des commentaires, des inconnus bien sûr,
Des gens de Paris, de Marseille, qui se moquaient de son petit mariage de province. Mais il y avait aussi des gens qu'elle connaissait, des clients, des amis de sa mère. On l'a toujours su que Julien était trop bien pour elle. Pauvre fille, ça doit être terrible d'être aussi simple. A-t-elle grossi? C'est peut-être pour ça. Quelqu'un sait ce qu'il s'est passé? Il paraît qu'elle l'a trompé. La calomnie, la pitié, le jugement. C'était un torrent de boue numérique, et elle était en train de s'y noyer. Elle vit que la vidéo avait été vue 40 000 fois. Dans sa petite ville, c'était comme si on l'avait déshabillée sur la place publique et qu'on avait laissé les corbeaux s'en charger. Son souffle devint court. Les murs de sa chambre, peints en un jaune pastel censé être apaisant, semblaient se rapprocher. L'odeur des fleurs fanées de l'église, que son père avait stupidement ramenée, montait de l'étage inférieur, une odeur douceâtre de décomposition. Cette ville va vous dévorer. La voix de Gabriel Lefebvre lui revint, non pas comme une offre, mais comme une prophétie. Il avait raison. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle ne pouvait pas aller acheter du pain demain matin. Elle ne pouvait pas rouvrir les rêves de Flore et faire face au regard mi-apitoyé, mi-curieux. Elle était devenue une attraction, la bête de foire de Colmar. Julien lui avait volé son mariage. Elle ne laisserait pas la ville lui voler sa dignité. Elle regarda à nouveau la carte. La Provence, des vignes et le silence. C'était fou. Partir avec un homme qu'elle ne connaissait que par un souvenir d'enfance de 6 mois, un homme qui était, de toute évidence, d'un autre monde. Mais l'alternative était pire. L'alternative était de rester dans cette chambre jusqu'à ce que les murmures s'apaisent, ce qui n'arriverait jamais. Pourquoi lui avait-il proposé cela, la pitié qu'il niait, ou comme elle se le rappela soudainement, cette dette absurde? Elle l'avait défendu une fois, il y a 20 ans. Laissez-le tranquille. Était-ce si simple? Un acte de gentillesse d'adolescente, remboursé par un sauvetage de milliardaire. La symétrie était presque grotesque. Elle se moquait de ses motivations. Elle ne cherchait pas un sauveur, elle cherchait un abri. Il lui offrait les clés d'une forteresse. La décision fut prise. Non pas avec espoir, mais avec une colère froide, une colère contre Julien, contre les commentateurs anonymes, contre le destin qui l'avait mise dans cette position. Elle attendit jusqu'à 23h30. La maison était enfin silencieuse. Ses parents avaient dû s'effondrer de fatigue et de chagrin. Elle ne prit pas de valise. C'était trop bruyant, trop définitif. Elle prit un simple sac à dos, celui qu'elle utilisait pour ses randonnées dans les Vosges. Elle y glissa le strict nécessaire. 2 jeans, 3 pulls, des sous-vêtements, sa trousse de toilette. Pas de bijoux, pas de souvenirs. Surtout pas le peignoir de soie blanc, futur marié, que sa sœur lui avait offert. Elle enfila ses bottes de marche les plus robustes. Elle était habillée non pas pour une escapade en Provence, mais pour une fuite. Elle s'arrêta devant le miroir. Son visage était bouffi. Le mascara avait coulé. Elle se vit comme les autres la voyaient, une épave. Elle s'aspergea le visage d'eau glacée, frotta ses joues jusqu'à ce qu'elles lui brûlent et releva ses cheveux en un chignon strict. Elle n'était plus la victime. Elle était une survivante. Sur son oreiller, elle laissa un mot pour ses parents. C'était la partie la plus difficile, une trahison de plus en cette journée de trahison. « Maman, papa, je suis en sécurité. N'ayez pas peur. J'ai juste besoin de respirer. L'air ici est devenu toxique. Je ne suis pas seul. Je suis avec une vieille connaissance qui m'offre un refuge. N'appelez pas la police. N'essayez pas de me joindre. Je vous aime plus que tout. Je vous appellerai quand je le pourrai. Pardonnez-moi. Élise. » Elle se glissa hors de la maison, la porte d'entrée se fermant derrière elle avec un clic qui lui parut assourdissant dans la nuit pluvieuse. Les rues de Colmar étaient désertes. Les pavés luisants sous les lampadaires oranges. C'était une ville fantôme. Elle marcha rapidement, le capuchon de sa veste relevé, jusqu'à l'auberge, à 10 minutes de là. Minuit moins 5. Elle se posta de l'autre côté de la rue, à l'ombre d'un tilleul. Elle prit son téléphone, ignora les 200 nouvelles notifications et composa un SMS pour le numéro sur la carte. « C'est Élise Moreau, j'accepte votre offre. Je suis devant votre hôtel. » La réponse fut instantanée. « Restez où vous êtes, j'arrive. » 1 minute plus tard,
une berline noire d'une élégance si discrète qu'elle en devenait intimidante, quitta le petit parking de l'auberge. Elle n'avait pas de plaque d'immatriculation voyante, pas de chauffeur en uniforme. Elle s'arrêta doucement à son niveau. La vitre arrière teintée s'abaissa. Gabriel Lefebvre était à l'intérieur, éclairé par la seule lueur de l'écran d'un ordinateur portable posé sur ses genoux. Il ne portait plus son costume, mais un simple pull en cachemire sombre. Il semblait avoir travaillé sans interruption. Il la regarda, son sac à dos, ses bottes boueuses, son visage fermé. Son regard gris acier ne scia pas. Il n'y avait ni surprise, ni satisfaction, ni pitié. Juste une confirmation. « Montez, Élise », dit-il simplement. Le portière se déverrouilla. Elle prit une dernière inspiration de l'air humide de l'Alsace, l'air de son humiliation. Puis elle ouvrit la portière et glissa sur le siège en cuir. L'intérieur sentait le cuir neuf et un très léger, très lointain parfum de lavande. La portière se referma avec un son lourd et mat, coupant instantanément les bruits de la ville. Le silence était total, absolu. La voiture s'ébranla sans un bruit, glissant sur les pavés, quittant Colmar par le sud, en direction de l'autoroute. Élise regarda la ville de son enfance disparaître dans le rétroviseur, une guirlande de lumière floue sous la pluie battante. Elle n'avait pas échangé un mot de plus avec l'homme assis à côté d'elle. Elle ne se sentait pas en sécurité, elle ne se sentait pas sauvée, elle se sentait juste ailleurs. Et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Le voyage commença dans un silence si dense qu'il en était presque physique. La berline noire glissait sur l'autoroute A35, quittant l'Alsace, comme une ombre fendant la nuit. La pluie battait contre les vitres, mais à l'intérieur de l'habitacle, on n'entendait qu'un chuchotement feutré, le son du luxe absolu. L'air était filtré, tempéré, stérile. Il sentait le cuir et quelque chose de métallique et de propre. Élise était recroquevillée contre la portière, son sac à dos posé à ses pieds comme un bouclier dérisoire. Elle n'avait jamais été dans une voiture aussi silencieuse. C'était une bulle, un cocon high-tech qui la coupait du monde qu'elle venait de fuir. Elle regardait les lumières oranges des lampadaires défiler, s'étirant comme des larmes de feu dans la vitre perlée de pluie. Chaque kilomètre qui la séparait de Colmar était à la fois un soulagement et une nouvelle source de panique. Elle n'osait pas regarder l'homme assis à côté d'elle. Gabriel Lefebvre n'avait pas dit un mot depuis qu'elle était montée. La cloison de verre la séparant du chauffeur était relevée, les plongeant dans une intimité totale et anonyme. Dès que la voiture avait atteint sa vitesse de croisière sur l'autoroute, il avait rallumé l'écran de son ordinateur portable. Une lumière blanche et froide illuminait son profil. Il ne s'était pas changé. Il portait toujours ce pull en cachemire qui devait coûter le prix d'1 mois de loyer pour sa boutique. Ses doigts se déplaçaient sur le clavier avec une rapidité silencieuse, ses yeux fixés sur ce qui semblait être des colonnes de chiffres ou des plans de design. Il était complètement absorbé. Élise se sentit soudain invisible, ou pire, insignifiante. Elle n'était pas une invitée. Elle n'était pas une personne qu'il sauvait. Elle était un colis, un problème logistique qu'il avait décidé de régler avec l'efficacité froide qu'il semblait appliquer à tout le reste. L'ironie de la situation la frappa. Il y a moins de 12 heures, elle était entourée de toute sa vie, de tous les gens qu'elle aimait, prête à s'unir à l'homme qu'elle pensait connaître. Maintenant, elle était en fuite, au milieu de la nuit, avec un milliardaire qu'elle ne connaissait pas, qui se souvenait d'elle parce qu'elle l'avait défendu contre des brutes dans une cour d'école 20 ans plus tôt. C'était le scénario d'un roman absurde. La faim commença à la tirailler. Une douleur sourde dans son estomac lui rappela qu'elle n'avait rien avalé depuis le petit déjeuner anxieux de ce matin, qui lui semblait appartenir à une autre vie. Le stress, le chagrin et maintenant le vide physique la rendaient nauséeuse. Ils roulèrent ainsi pendant près de 2 heures. 2 heures de silence, seulement troublés par le cliquetis étouffé de son clavier. Élise ferma les yeux, essayant de chasser l'image de Julien à l'hôtel, l'image des smartphones levés, mais l'obscurité ne lui offrait aucun répit. Soudain, sans un mot d'avertissement, Gabriel cessa de taper. Il ferma son ordinateur, le plongeant à nouveau dans l'obscurité de la cabine, seulement éclairé par les faibles lumières du tableau de bord.
Il se tourna légèrement vers elle. Dans le noir, elle ne pouvait pas distinguer ses traits, seulement la masse sombre de sa silhouette. « Il y a une bouteille d'eau dans la coudoir devant vous, » dit-il. Sa voix, après ce long silence, la fit sursauter. Elle était grave, neutre. Et ceci, il tendit quelque chose vers elle. Elle hésita, puis ses doigts rencontrèrent un emballage lisse. C'était une barre de céréales, ou du moins, c'est ce qu'elle supposa. L'emballage était minimaliste, en papier Kraft noir. « Vous n'avez pas mangé », constata-t-il. Ce n'était pas une question, ni une marque de sollicitude. C'était un fait. « Merci », murmura-t-elle, sa voix enrouée. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à dévisser le bouchon de la bouteille d'eau. Elle but avidement, l'eau fraîche lui faisant un bien immense. Elle déballa la barre. Ce n'était pas une simple barre de céréales. C'était un concentré de noix, de graines et de fruits secs, probablement bio, sans sucre ajouté et coûtant une fortune dans n'importe quel magasin parisien. Elle en prit une bouchée. Le goût était terreux, riche, l'énergie brute. Manger devant cet homme lui donnait l'impression d'être un animal sauvage qui l'observait. Elle se tourna vers la fenêtre, marchant lentement, essayant de ne faire aucun bruit. « Nous passerons Lyon dans environ 1 heure, » dit-il. Lyon, la ville de leurs souvenirs. « Vous vous en souvenez? De l'école » demanda-t-elle, incapable de retenir la question. « Il y eut un temps. Je me souviens de tout, » répondit-il. Sa voix était plate, sans émotion. « Je me souviens de la pluie, et je me souviens que vous avez été la seule à ne pas rire. Ce fut tout. » Il ne dit rien de plus. Mais cette simple phrase confirma tout. Il ne l'avait pas oublié. Sa présence ici n'était pas un caprice de riche. C'était un paiement, une dette qu'il avait décidé d'honorer. Cette réalisation la glaça encore plus. Elle n'était pas seulement un colis, elle était une obligation. Au moment où cette pensée se solidifiait, le silence fut brisé par un son strident, une vibration violente. Ce n'était pas le téléphone de Gabriel, c'était le sien. Il vibrait dans son sac à dos à ses pieds comme un animal enragé. Le son était obscène dans le calme de la voiture. Elle se pencha, ouvrit son sac, ses mains cherchant à tâtons l'appareil. La lumière de l'écran explosa dans l'obscurité, illuminant son visage ravagé. Appel manqué. Maman, 14. Appel manqué. Papa, 9. Message, 237. Et un nouveau message qui venait d'arriver, de son père. L'aperçu s'afficha. Élise, réponds, on est mort d'inquiétude. Ta mère, le barrage se rompit. Ce ne fut pas une plainte. Ce fut un sanglot, un son arraché à ses entrailles, un gémissement de pure agonie. Elle avait pensé à sa propre humiliation. Elle n'avait pas pensé à l'angoisse qu'elle infligeait à ses parents. Eux, qui avaient déjà subi l'humiliation publique à ses côtés, devaient maintenant supporter sa disparition. Elle tenta d'étouffer le son dans sa main, se détournant complètement de Gabriel, se pressant contre la vitre froide, mais c'était trop tard. Les larmes qu'elle avait retenues depuis l'église coulèrent. Des larmes chaudes, amères, de honte, de chagrin, de colère, mais surtout de culpabilité. Elle pleurait silencieusement, son corps secoué de spasmes incontrôlables. Gabriel ne dit rien. Il ne bougea pas. Il ne fit pas le geste maladroit de lui tapoter l'épaule. Il n'offrit pas de mouchoir. Il la laissa pleurer. Il la laissa se briser. Il attendit que les grands sanglots se transforment en reniflements épuisés, que sa respiration redevienne presque normale. Elle essuya rageusement ses joues avec les manches de son pull. Puis, il parla. Sa voix était étonnamment douce. Pas de la pitié, mais une sorte de résonance. Ce qu'il vous a fait à l'église, c'était une chose. C'était cruel. Mais vous faire filmer, vous exposer au jugement de milliers d'inconnus, ça c'est impardonnable. Elle se tourna vers lui, stupéfaite. Il n'avait pas commenté ses larmes, ni la fuite, ni ses parents. Il avait identifié la véritable blessure, pas l'abandon, mais l'humiliation publique. Il avait compris que le crime n'était pas la rupture, mais la manière. Elle ne savait que dire. Vous appellerez vos parents quand nous serons arrivés, dit-il comme un ordre calme. Vous leur direz que vous êtes en sécurité et que vous avez besoin de temps. C'est la vérité. Il se tourna à nouveau vers l'avant. La voiture traversait la Bourgogne.
Le ciel à l'est commençait à peine à pâlir, passant du noir d'encre à un bleu de Prusse. Élise le regarda. Le gamin maigre avait disparu. À sa place se tenait un homme qui comprenait le pouvoir, le silence, et, apparemment, la nature exacte de sa douleur. Épuisée, vidée, elle ferma les yeux. Et pour la première fois de cette journée interminable, elle sombra dans un sommeil lourd, un oubli momentané, tandis que la berline noire continuait sa route vers le sud, vers l'inconnu. Le jour la réveilla. Non pas le soleil direct, mais une clarté diffuse, d'un blanc pur, qui filtrait à travers ses paupières. Sa joue était pressée contre la texture fraîche du cuir du siège. La voiture était immobile. Le silence n'était plus celui, hermétique et pressurisé, de l'autoroute, mais un silence vivant, rempli de sons minuscules qu'elle ne pouvait pas encore identifier. Elle se redressa d'un coup, sa nuque protestant douloureusement. Elle était seule dans la voiture. L'habitacle était baigné de cette lumière matinale du sud, si différente de la lueur grise de l'Alsace. La portière à côté d'elle s'ouvrit de l'extérieur. C'était Gabriel. Il se tenait là, découpé contre un ciel d'un bleu intense, presque violent. Il avait troqué son pull en cachemire pour une simple chemise de lin blanc, manches retroussées, révélant des avant-bras musclés. Il avait l'air moins PDG et plus propriétaire terrien. « Vous avez dormi », constata-t-il, de la même manière qu'il aurait constaté qu'il faisait jour. « Nous sommes arrivés. » Élise cligna des yeux, éblouie, et sortit de la voiture. L'air la frappa. Il était sec, chaud, et portait des parfums qu'elle ne connaissait que par ses fleurs coupées, la lavande sauvage, le thym, la poussière de pierre chaude. Le son qu'elle avait entendu était le chant strident des cigales, même si la saison tirait à sa fin. Elle se tourna, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Il n'y avait pas de château, pas de manoir tape à l'œil. Elle se tenait sur une allée de gravier blanc qui menait à une bastide moderne, une structure longue et basse, en pierre calcaire pâle et en verre. L'architecture était d'une pureté presque brutale, se fondant parfaitement dans la colline. Autour d'eux, à perte de vue, s'étendaient des rangées impeccables de vignes, leurs feuilles commençant tout juste à roussir sous le soleil provençal. Le silence était absolu, si ce n'est le vent dans les oliviers et le crissement du gravier sous les pieds de Gabriel alors qu'il récupérait son ordinateur portable sur le siège avant. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. « Le domaine de la source cachée » répondit-il en se dirigeant vers la maison. « Mon refuge, et le vôtre, pour le moment. » Elle le suivit, son sac à dos semblant soudain lourd et pathétique. Elle se sentait sale, boueuse, une tache sur ce paysage d'une propreté immaculée. L'intérieur était à l'image de l'extérieur, vaste, ouvert, minimaliste. Les murs étaient en pierre brute, les sols en béton ciré couleur sable. Le mobilier était rare mais choisi, un immense canapé blanc, une table en bois massif qui semblait faite d'un seul arbre. Un mur entier n'était qu'une baie vitrée donnant sur les vignobles. « Il n'y a personne ici », dit-il, devançant sa question. « J'ai donné congé au personnel. Une femme de ménage viendra 3 fois par semaine, mais elle n'entrera pas dans votre aile. Vous ne la verrez pas. »« Mon aile ?» Il la guida à travers un long couloir de verre. « La cuisine est approvisionnée. Vous avez accès à tout, sauf à mon bureau qui est verrouillé. » Il s'arrêta devant une porte en bois clair. « Votre chambre. » Elle entra. La pièce était plus grande que tout son appartement à Colmar. Un lit immense, des draps blancs, une salle de bain attenante en marbre travertin, et comme partout, une baie vitrée s'ouvrant sur une terrasse privée qui surplombait la vallée. C'était d'une beauté à pleurer. C'était une cage dorée. Elle se tourna vers lui, qui se tenait sur le seuil, n'entrant pas. Elle avait dormi. Elle avait mangé sa barre de céréales. Elle n'était plus la créature brisée de la veille. Elle était en colère. « Il faut que j'appelle mes parents », dit-elle d'une voix ferme. « J'allais vous le suggérer. Votre téléphone est sur la table. » Sur une console en bois, un simple téléphone fixe était posé. « Il n'est pas sur écoute, si c'est ce que vous pensez, » ajouta-t-il, son ton sec. « Ce n'est pas ce que je pense. » Elle prit une inspiration. « Gabriel, pourquoi ?» Il haussa un sourcil. « Pourquoi tout ça ?» Elle fit un geste large, englobant la pièce luxueuse, la voiture, la fuite.
La fuite de minuit, cette maison, ce n'est pas normal. L'histoire du collège. C'est gentil, mais c'est absurde. Personne ne fait ça. Personne ne déracine un étranger à cause d'un souvenir de cours de récré. Il la regarda. Vraiment. Il fit un pas dans la pièce, et l'espace sembla se rétrécir autour de lui. Son regard n'était plus neutre. Il y avait quelque chose de froid, de précis, une intensité qui la cloua sur place. « Vous avez raison », dit-il doucement. « L'histoire du collège est une anecdote. C'est la raison pour laquelle j'ai remarqué votre nom quand j'ai vu l'invitation à l'auberge. C'est la raison pour laquelle je suis entré dans cette église. »« Alors pourquoi ?» insista-t-elle. Il s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à la vue. La lumière crue sculptait son visage. « J'ai passé ma vie à construire un empire sur un principe simple, Élise, la maîtrise. La maison Léandre réussit parce que nous ne laissons rien au hasard. Chaque fil est tracé, chaque couleur est anticipée, chaque image de marque est contrôlée. Le chaos est l'ennemi. » Il se retourna vers elle, ses yeux gris acier la transperçant. Ce qui s'est passé dans cette église n'était pas seulement une rupture. C'était un acte de chaos gratuit, une rupture de l'ordre, la cruauté de l'acte, la publicité de l'effondrement. Il marqua une pause, cherchant ses mots, ou peut-être les choisissant avec une précision chirurgicale. C'était inesthétique, inacceptable. Élise sentit un frisson la parcourir. Il ne parlait pas d'elle, de sa douleur, il parlait d'un principe. « Vous n'êtes pas ici parce que je vous ai sauvé, » continua-t-il, sa voix s'abaissant. « Vous êtes ici parce que j'ai horreur du désordre. Ce que Julien Carpentier a fait et ce que votre ville s'apprêtait à vous faire, c'était une faute de goût monumentale. Je ne pouvais pas le laisser se produire. » Elle resta sans voix. Il ne l'avait pas sauvée par gentillesse. Il l'avait déplacée, comme on déplace une pièce sur un échiquier, comme on nettoie une tache sur un vêtement impeccable. Elle n'était pas une personne en détresse, elle était un élément de chaos qu'il avait décidé de remettre en ordre. « Alors, je suis un projet », murmura-t-elle, l'amertume lui montant à la gorge, « une remise en ordre ». Il eut un très léger, presque imperceptible, mouvement des lèvres. Pas un sourire, une correction. « Vous êtes Élise Moreau. La fille qui, il y a 20 ans, a fait face à 5 garçons plus grands qu'elle parce qu'elle n'aimait pas le désordre. Elle non plus. » Il se dirigea vers la porte. « Reposez-vous. Appelez vos parents. Il y a des vêtements dans le dressing. J'ai fait une estimation de votre taille. S'ils ne vont pas, nous commanderons autre chose. » Il partit, fermant la porte doucement derrière lui. Élise resta seule, au milieu de cette pièce immense. Elle tremblait. Non plus de chagrin, mais d'une émotion nouvelle et terrifiante. Elle était en sécurité, elle était protégée, et elle était la prisonnière d'un homme pour qui sa vie entière n'était qu'une question d'esthétique. Elle se dirigea d'un pas lourd vers le dressing. Il était rempli. Pas de robe de soirée, des jeans de marque, des pulls en cachemire doux, des chemises en lin. Une garde-robe de rechange, fonctionnelle, élégante et complètement impersonnelle. Elle s'assit sur le lit, prit le téléphone et composa le numéro de la maison de son enfance. Sa mère décrocha à la première sonnerie, sa voix un cri de pure angoisse. « Maman !» dit Élise, et cette fois, les larmes qui vinrent étaient pour eux, pas pour elle. « Maman, c'est moi, je vais bien, je suis en sécurité. » L'écho de la voix paniquée de sa mère, suivi du soulagement hystérique, puis des questions fâchées, résonna dans la chambre luxueuse, longtemps après qu'Élise eut raccroché. « Mais où es-tu, Élise? Avec qui? »« Je suis en sécurité, maman. Je suis à la campagne, avec un vieil ami. »« Un ami? Quel ami? Ce monstre, Julien. Il est avec toi? T'a-t-il fait du mal? »« Non !» Le cri lui échappa, plus violent qu'elle ne l'aurait voulu. « Non, pas lui. Je ne le reverrai plus jamais. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de sûr. » Gabriel Lefebvre, la voix de son père, grave et pleine de méfiance, avait pris le combiné. « La voisine l'a vu te parler. C'est le milliardaire de la maison Léandre, Élise. Qu'est-ce que tu fais avec un homme comme ça? Ces gens-là ne sont pas de notre monde. » Elle avait lutté pour trouver les mots, pour... Comment t'expliquer une situation qu'elle ne comprenait pas elle-même?
Comment dire à son père, un artisan honnête qui avait travaillé de ses mains toute sa vie, qu'elle était dans un domaine viticole en Provence, parce qu'un PDG avait trouvé son humiliation publique inesthétique? Papa, s'il te plaît, fais-moi confiance, je n'en peux plus. Ce qui s'est passé, la vidéo, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de respirer un air où personne ne me regarde comme ça. Il y a eu un long silence, rempli du crépitement de la ligne longue distance. « Reviens à la maison, dit-il enfin, sa voix brisée par une supplication qu'elle ne lui connaissait pas. On affrontera ça ensemble. Ta boutique? Je ne peux pas, coupa-t-elle, les larmes lui brûlant les yeux. Pas maintenant. Dites à tout le monde que je suis partie voir ma cousine à Brest. Dites n'importe quoi. Je vous en prie. Je vous aime. Elle avait raccroché avant qu'il ne puisse protester davantage. Le clic final du téléphone avait résonné comme un coup de marteau, scellant sa décision. Elle était seule. Elle avait échangé la pitié de sa ville contre la garde d'un homme énigmatique. Épuisée, elle s'était assise sur le sol en travertin frais de la salle de bain. Elle pleura, cette fois-ci, non pas pour Julien, mais pour ses parents, pour la douleur qu'elle leur causait. Elle était devenue une source de chaos, elle aussi. Après un long moment, elle se releva. Le miroir lui renvoya une image qu'elle ne reconnut pas, la mariée fantôme de Colmar. Elle se déshabilla, laissant tomber son pull gris et ses bottes boueuses sur le sol immaculé. Elle entra dans la douche, une cabine de verre si grande qu'elle aurait pu contenir toute sa salle de bain en Alsace. L'eau, à une pression parfaite, tomba sur elle. Elle frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge, essayant d'effacer les traces de la veille, l'odeur de l'église, le toucher de la pitié. Elle lava ses cheveux, regardant l'eau sale s'écouler dans le drain. C'était un baptême, une purge. Quand elle sortit, enveloppée dans un peignoir si épais qu'il tenait debout tout seul, elle se sentit vidée. Elle retourna dans le dressing. Les vêtements l'attendaient, rangés par couleur. Tout était de sa taille. La précision de ce détail la perturba plus que tout le reste. Il ne s'était pas contenté de l'enlever. Il l'avait anticipé. Il avait géré son existence avant même qu'elle n'arrive. Elle choisit le jean le plus simple et un pull en lin couleur crème. Les vêtements glissèrent sur sa peau. C'était une armure, une nouvelle peau. Elle n'était plus Élise Moreau, la fleuriste. Elle était l'invitée anonyme du domaine de la source cachée. Elle passa le reste de la journée à explorer sa cage dorée. Elle n'osa pas sortir de sa suite, qui comprenait non seulement la chambre et la salle de bain, mais aussi un petit salon et la terrasse privée. De sa terrasse, elle dominait le monde. Les vignes s'étendaient en ligne parfaite, un tapis vert et or sous le soleil impitoyable. Il n'y avait aucune autre maison en vue, pas un bruit de voiture, pas une voix humaine. Le silence, qu'elle avait tant désiré à Colmar, était ici une force écrasante. C'était un silence de milliardaire, un silence acheté, contrôlé et imposé. Elle n'avait vu Gabriel de toute la journée. Était-il seulement là? Travaillait-il dans son bureau verrouillé? Était-il parti pour Paris? L'incertitude était pesante. La faim la tirailla de nouveau. La barre de céréales de la nuit précédente était un lointain souvenir. Elle devait quitter sa zone de sécurité. Elle ouvrit la porte de sa chambre et s'engagea dans le couloir de verre. La maison était silencieuse. Elle suivit le couloir, ses pas résonnant légèrement sur le béton ciré. Elle déboucha dans la pièce principale. La baie vitrée s'ouvrait maintenant sur un crépuscule spectaculaire. Le ciel était d'un rose et d'un orange si vifs qu'ils en paraissaient artificiels, une peinture trop parfaite. La cuisine était de l'autre côté de cet espace ouvert. C'était un bloc d'acier inoxydable et de marbre noir, professionnelle, froide, intimidante. Elle se sentit comme une souris dans un palais de glace. Elle s'approcha du réfrigérateur, un monstre d'inox intégré dans le mur, et l'ouvrit. L'intérieur était un choc. Il n'était pas rempli de plats préparés par un traiteur. Il était plein de produits, des légumes frais, des herbes, des œufs de ferme dans un panier, des fromages locaux, du lait frais en bouteille de verre. C'était le réfrigérateur d'un amoureux de la terre. C'était un réfrigérateur qui aurait pu être le sien si elle avait eu des moyens illimités. Une vague d'émotion la surprit. Au milieu de toute cette froideur contrôlée, il y avait ça, un respect pour le produit brut.
Elle entendit un bruit derrière elle. Il était là. Elle sursauta, refermant la porte du frigo. Gabriel se tenait dans l'ombre, près de la table en bois massif, son ordinateur portable ouvert devant lui, seule source de lumière. Il l'observait. Combien de temps avait-il été là, travaillant dans la pénombre? « Je ne voulais pas vous effrayer, » dit-il. Sa voix était calme, mais elle contenait une note de fatigue. « Je cherchais quelque chose à manger, » dit-elle, se sentant stupide, comme une enfant prise la main dans le sac. Il ne répondit pas tout de suite. Il ferma l'ordinateur et la pièce fut plongée dans la lueur profonde du crépuscule. Il se leva. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait dans cet espace. « Mangez, Élise. C'est pour cela que la nourriture est là. » Son ton était neutre, mais elle décela quelque chose. Il n'était pas en colère. Il était en attente. Elle se sentit soudain incapable de cuisiner sous son regard. Elle, qui passait ses journées à créer, se sentait stérile. Elle se retourna vers le frigo, prit une pomme et un morceau de fromage. « Vous n'êtes pas mon projet, Élise, » dit-il soudain dans son dos. Elle se figea, la pomme à la main. Elle se retourna lentement. « Qu'est-ce que je suis, alors? Une dette? Un souvenir de collège que vous avez décidé de régler ?» Il fit quelques pas vers elle, s'arrêtant à la limite de l'îlot de cuisine. Il y avait assez de lumière pour qu'elle voie ses yeux. Ils n'étaient plus froids. Ils étaient intenses. « Vous êtes une variable, une que je n'avais pas anticipée. » La confession la désarçonna. L'homme qui contrôlait tout venait d'admettre une faille. « Je n'aime pas être une variable, monsieur Lefebvre, » rétorqua-t-elle, retrouvant un peu de son ancienne assurance. « Je n'aime pas être gérée. » Il y eut un très long silence. Dehors, les cigales avaient repris leur chant du soir. « Moi non plus, » dit-il, sa voix si basse qu'elle l'entendit à peine. « C'est précisément pour cela que j'ai construit cet endroit. Je déteste être géré. » Il la regarda encore une seconde, comme s'il venait de lui dire un secret qu'il n'aurait pas dû. Puis, l'homme d'affaires revint. « Une femme de la région, Sophia, viendra demain matin pour le ménage. Elle a pour consigne de ne pas vous déranger. Mais elle fait un fougassou aux olives exceptionnel. Je lui ai demandé d'en laisser un sur la table de la cuisine. » Sans un autre mot, il prit son ordinateur portable et disparut dans le couloir menant à son bureau, la laissant seule dans la pénombre, avec sa pomme, son fromage, et le fantôme d'une connexion étrange et dérangeante. Elle se réveilla avec le soleil. Pas le soleil gris et timide de l'Alsace, filtré par les nuages bas, mais une lance de lumière dorée qui avait franchi la baie vitrée et frappé le mur de pierre en face de son lit, le transformant en une toile de Goya. Pour la première fois depuis 48 heures, son premier mouvement ne fut pas un sursaut de panique. Elle n'avait pas rêvé de Julien, elle n'avait pas rêvé de l'église. Elle avait rêvé de rangées sans fin de vignes, d'un vert si profond qu'il en était presque noir, sous un ciel bleu acier. L'odeur du café flottait dans le couloir. C'était un arôme riche, torréfié, profondément réconfortant. Elle se leva, enfilant le même jean et le même pull en lin. Elle se sentait comme une actrice dans une pièce qu'elle n'avait pas répétée, portant le costume d'un personnage qu'elle ne comprenait pas. Elle suivit l'odeur jusqu'à la cuisine. La pièce était inondée de cette lumière provençale qui ne pardonne rien. La grande table en bois massif était vide, à l'exception d'une seule chose. Posée sur une planche à découper rustique se trouvait la fougassou. Elle était encore tiède, d'un brun doré, luisante d'huile d'olive, constellée d'olives noires et de brins de romarin. C'était un objet d'une beauté simple, un acte de pur artisanat. C'était l'opposé absolu de la barre énergétique emballée sous vide de la voiture. Sophia. Ce pain, cuit par une femme qu'elle n'avait pas vue, sur l'instruction d'un homme qu'elle ne comprenait pas, était le premier geste de normalité, de vie qu'elle avait rencontré. Elle rompit un morceau. La croûte croustilla. La mie était tendre et parfumée. Elle mangea debout dans la cuisine silencieuse, regardant les vignes par la fenêtre. C'était le meilleur pain qu'elle ait jamais goûté. À côté de la machine à café, une simple tasse en céramique blanche l'attendait. Il était parti. Il avait pris son café et s'était évaporé, retournant dans son bureau verrouillé ou vers Paris. Le soulagement qu'elle ressentit fut immédiat, mais il fut suivi d'une pointe de « quoi ?» déception.
Elle se sentait moins une prisonnière qu'une fantôme, hantant une maison qui n'était pas la sienne. Finissant sa tasse, elle prit une décision. Gabriel lui avait offert un refuge contre sa ville, mais il l'avait enfermée dans cette maison de verre. Elle n'était pas une créature d'intérieur. Elle était une femme de la terre. Il possédait peut-être cette terre, mais c'était la seule chose ici qu'elle sentait capable de comprendre. Elle sortit par la baie vitrée du salon, ses bottes de marche, celles de sa fuite qu'elle avait nettoyées méticuleusement la veille, s'enfonçant dans le gravier blanc. L'air du matin était vif, mais le soleil chauffait déjà sa peau. Elle s'avança vers le premier rang de vignes. Le domaine était d'une propreté terrifiante, pas une mauvaise herbe. Le sol, entre les ceps, était d'un ocre pâle, et il semblait avoir été méticuleusement ratissé. Elle s'éloigna de la maison, suivant une petite allée de terre battue qui montait vers la colline. Plus elle marchait, plus la perfection calculée de la maison s'estompait. Ici, la nature reprenait ses droits. La garrigue, ce maquis provençal, bordait les vignes, un enchevêtrement sauvage de thym, de romarin et de cystes qui libérait un parfum puissant à chacun de ses pas. Elle s'agenouilla près d'un cep. Les feuilles étaient saines, d'un vert profond. Les raisins de petites billes noires avaient déjà été vendangés, mais quelques grappes oubliées pendaient encore, ratatinées par le soleil. Elle prit une poignée de terre. Elle était sèche en surface, mais fraîche et friable en dessous. Elle la sentit, un geste instinctif. Elle sentait le minéral, la pierre, la vie. C'était un sol aimé, un sol respecté. Elle comprit soudain ce qui la dérangeait. C'était un paradoxe. L'homme qui vivait dans cette maison stérile, qui parlait de sa douleur comme d'une faute de goût, était aussi l'homme qui présidait à ce miracle de terroir. Elles sont en conversion. La voix la fit sursauter si violemment qu'elle laissa tomber la terre. Il était là, à une dizaine de mètres, au bout du rang. Il ne l'avait pas surprise délibérément. Il était simplement apparu, comme s'il avait poussé du sol lui-même. Il ne portait ni costume, ni cachemire. Il portait un jean sombre, usé, des bottes de travail couvertes de poussière ocre, et une simple chemise de travail grise, les manches retroussées. Il tenait à la main un sécateur, mais il ne s'en servait pas. Il la regardait. « Pardon ?» dit-elle, se relevant, se sentant prise en faute. « Les vignes » dit-il en s'approchant lentement. Il n'avait pas l'aura du PDG, il avait l'autorité du propriétaire. Elles sont en 3e année de conversion vers la biodynamie. C'est pour cela que le sol est si propre. Nous n'utilisons aucun herbicide. Tout est labouré au cheval ou à la main. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. De près, elle vit qu'il y avait de la fatigue autour de ses yeux gris, mais aussi une passion contenue. Commença-t-elle, cherchant ses mots. Elle n'était pas une mondaine, elle n'était pas Clémence Duret, elle était une fleuriste. Alors, elle parla son langage. « C'est pour ça que je ne vois aucune trace de mildiou, » dit-elle en montrant une feuille. « Ni d'oïdium. Et il n'y a pas d'insectes prédateurs, pas de confusion sexuelle ?» Il s'immobilisa. Son regard, d'habitude si contrôlé, laissa transparaître une fraction de seconde de pure surprise. Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle parle ce langage. « Si, la confusion sexuelle pour les vers de la grappe, » répondit-il, son ton changeant, devenant moins celui d'un hôte et plus celui d'un égal. « Mais pour les maladies, nous utilisons des tisanes, des décoctions de prêle, d'ortie. Nous renforçons la plante de l'intérieur au lieu de tuer ce qui l'attaque de l'extérieur. » Élise hocha la tête, fascinée. « Nous faisons pareil à la boutique. Enfin, à plus petite échelle, avec du purin d'ortie pour les pucerons sur les rosiers. » Elle avait dit « la boutique ». Le mot resta suspendu entre eux dans l'air chaud, la ramenant brutalement à la réalité. La boutique fermée, les regards. Le téléphone. Elle baissa les yeux. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû... »« Vous n'auriez pas dû, quoi ?» demanda-t-il, sa voix soudainement dure. « Marcher? Toucher la terre? Entrer dans votre monde sans y être invité ?» murmura-t-elle. Gabriel la dévisagea. Le soleil matinal dessinait des ombres dures sur son visage. « C'est le seul endroit de ma vie où je n'ai pas besoin d'invitation, Élise. C'est la terre. Elle n'appartient à personne. On ne fait que l'emprunter. » Il fit un geste vers la colline.
C'est la même philosophie que j'applique à la maison Léandre. Le lin que nous utilisons pousse sans irrigation. Le coton est biologique. Les gens voient ça comme une stratégie marketing. Il secoua la tête, un geste d'une impatience lasse. C'est une stratégie de survie. La nature n'est pas un système à dominer, c'est un partenaire à écouter. Il la regardait, mais elle sentait qu'il parlait autant à lui-même qu'à elle. L'homme qui avait horreur du chaos était en fait un homme qui cherchait un ordre plus profond, un ordre naturel. « Vous comprenez ça ?» dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. La femme qui cultive des fleurs à Colmar. Il se retourna, comme s'il avait déjà trop parlé. « J'ai une visioconférence avec Tokyo, » dit-il, redevenant l'homme d'affaires. « Sophia a laissé de quoi déjeuner dans le frigo. N'hésitez pas à explorer. Les collines sont sûres. Il n'y a que des sangliers. » Il commença à s'éloigner, ses bottes soulevant de petits nuages de poussière. « Gabriel » l'appela-t-elle. Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Merci » dit-elle. Il ne répondit pas tout de suite. « Ne me remerciez pas pour la terre et le soleil, Élise, » dit-il par-dessus son épaule. « Ils étaient là bien avant moi. » Il disparut derrière un rang de vignes, la laissant seule sous le ciel immense, le parfum du thym dans l'air. Elle n'était plus une prisonnière, elle n'était plus une variable, elle était là. Et pour la première fois depuis l'église, elle respira. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine étrange, un silence rythmé non pas par les heures, mais par le soleil. Élise se levait tôt, réveillée par la lumière implacable. Elle trouvait chaque matin la cuisine impeccable, une nouvelle fougassou ou un gâteau aux amandes posé sur la table par la mystérieuse Sophia, et une cafetière pleine. De Gabriel, elle ne voyait que des traces. Parfois, c'était le vrombissement lointain d'un hélicoptère qui décollait d'une plateforme invisible au-delà de la colline. Il partait pour Paris, pour Milan, pour cet autre monde dont il était le roi. Puis, un jour ou deux plus tard, le son revenait, signal de son retour. Ils cohabitaient dans cette immense maison comme deux solitudes, deux planètes sur des orbites distinctes qui se frôlaient sans jamais se toucher. Il y avait son bureau, verrouillé, et il y avait le reste du domaine qui était le sien. Elle passait ses journées à marcher. Elle avait besoin de ce mouvement, de cette fatigue physique pour chasser les fantômes de Colmar. Elle explorait les collines, ses bottes de marche s'usant sur la pierre calcaire. Elle apprenait à lire ce paysage. Ici, la lavande sauvage indiquait un sol pauvre. Là, la présence de chênes verts signalait une source d'humidité souterraine. Elle retrouvait des sensations oubliées, la femme de la terre reprenant le dessus sur la femme brisée. Mais la marche ne suffisait pas. Lire les livres de sa bibliothèque, des ouvrages sur l'art contemporain, la philosophie stoïcienne et la viticulture, ne suffisait pas. Elle avait les mains qui la démangeaient, elle avait besoin de créer, elle avait besoin d'imposer son propre ordre au chaos. Elle le trouva un après-midi, derrière la Bastide, à l'opposé de la terrasse principale. C'était un jardin clos de murs, une ancienne serre et un potager à l'abandon. L'endroit avait dû être magnifique, mais il était retourné à l'état sauvage. Les vitres de la serre étaient opaques de saleté, certaines brisées. À l'intérieur, des vignes vierges avaient tout étouffé. Le potager était un enchevêtrement de mauvaises herbes hautes comme elles, de vieux tuteurs de tomates gisant au sol comme des os. C'était le chaos. C'était un miroir de ce qu'elle avait ressenti à Colmar. Une impulsion féroce la saisit, une envie non pas de fuir mais de nettoyer, de reconstruire, de faire jaillir la vie de la négligence. Elle attendit ce soir-là. Elle n'entendit pas l'hélicoptère, mais elle sentit sa présence. Il était assis au bord de la piscine, qui n'était pas une piscine, réalisa-t-elle, mais un bassin de nage naturel, une piscine écologique filtrée par des plantes aquatiques. Il était assis là, immobile dans le crépuscule, ses pieds nus dans l'eau, son téléphone à l'oreille, parlant en anglais d'une voix basse et rapide. Il négociait, il dominait. Elle attendit qu'il raccroche. Le silence revint, seulement troublé par le chant des grenouilles. « Gabriel !» dit-elle. Il se retourna sans sursauter. Il l'avait entendu arriver. Élise. Elle prit son courage à deux mains. Elle n'était pas venue demander la charité.
Elle était venue proposer un échange. Derrière la maison, il y a une vieille serre, un potager. C'est à l'abandon. Il hocha la tête, ses yeux sombres dans la pénombre. C'était le projet de l'architecte, une fantaisie. Je n'ai jamais eu le temps. J'aimerais le remettre en état. Sa voix était ferme. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir les mains dans la terre. Je ne peux pas juste être ici. Il la regarda longuement. Elle s'attendait à un refus, à une question sur ses compétences, à un rappel de sa place d'invité. Il se leva, l'eau dégoulinant de ses pieds sur la pierre. « Faites », dit-il simplement. Elle resta interdite. Mais les outils, la terre... Sophia a les clés de la remise. Dites-lui ce dont vous avez besoin. Elle le mettra sur la note du domaine. C'était tout, transactionnel. Et pourtant, en se détournant pour rentrer, il ajouta, presque pour lui-même, « C'est une bonne terre. Elle est juste en jachère. » Le lendemain matin, elle commença. Elle n'attendit pas Sophia. Elle trouva la remise. Elle força la serrure rouillée avec une pierre. Ce fut une bataille. Elle passa la première journée à arracher les ronces, ses mains protégées par des gants de travail usés. Elle suait, elle jurait. Elle se cassa un ongle jusqu'au sang et le goût métallique dans sa bouche lui fit presque sourire. C'était réel. Le lendemain, quand elle arriva à la serre à l'aube, quelque chose avait changé. La porte de la remise qu'elle avait laissée entr'ouverte était grande ouverte, et alignée devant, comme pour une inspection, se trouvaient des outils neufs. Une bêche tranchante, un râteau en acier, une brouette dont le pneu était gonflé, et une paire de gants de jardinage en cuir souple, taille femme. Il n'y avait pas de mots, pas de notes. Elle regarda vers la bastide. Les stores de la chambre de Gabriel étaient encore baissés. Il l'avait vu, il avait vu son travail, il avait vu la serrure forcée, et il n'avait pas réprimandé. Il avait facilité. Ce fut le premier des gestes silencieux. Elle se mit au travail avec une ferveur renouvelée, armée de ses nouveaux outils. Elle retourna la terre, la brisant, y incorporant le compost qu'elle avait trouvé derrière la remise. Elle dessina des rangées. Elle nettoya les vitres de la serre, laissant la lumière inonder l'espace poussiéreux. Elle découvrit un vieux point d'eau, l'ouvrit, et l'eau jaillit, claire et froide. Elle était à nouveau les rêves de Flore. Ce soir-là, épuisée, couverte de terre et de sueur, elle rentra dans la cuisine. Il était là, à la table, son ordinateur portable ouvert. Il ne la regarda pas tout de suite, mais elle le sentit. Il y avait une tension nouvelle. Elle prit une bouteille d'eau au frigo. « C'est un travail difficile, » dit-il sans lever les yeux de son écran. « C'est un travail honnête, » répondit-elle. Elle se doucha, l'eau lavant la fatigue. Quand elle revint, enroulée dans un peignoir, elle s'arrêta. Il n'était plus à table, mais sur l'îlot de la cuisine, il y avait 2 assiettes, du pain, du fromage de chèvre local, des olives de Sophia et une bouteille de vin du domaine, un rosé pâle, déjà ouverte. Il sortit de la cave attenante, 2 verres à la main. « Vous avez gagné le droit de goûter le produit de la concurrence, » dit-il, un très léger fantôme d'humour dans la voix. Il lui tendit un verre. Leurs doigts se frôlèrent à peine. Un choc électrique. Ils mangèrent en silence, debout, de part et d'autre de l'îlot de marbre. Le vin était frais, sec, avec des notes de fraises et de pierre. C'était le vin de la terre qu'elle avait senti. « C'est magnifique, » dit-elle. « C'est le grenache, » répondit-il. « Il souffre. Il aime ce sol. Il doit lutter pour l'eau. C'est ce qui lui donne son caractère. » Elle le regarda. « Il doit lutter pour survivre. L'amour sans domination, » dit-elle, se souvenant de leur conversation dans les vignes. « Le respect, » corrigea-t-il doucement. La nuit tomba sur la vallée. Ils restèrent là, dans la cuisine à moitié éclairée, buvant le vin de la terre, séparés par un bloc de marbre, mais liés par la compréhension tacite que la beauté ne vient que de la lutte. Septembre laissa place à un octobre provençal, plus clément et doré que celui qu'elle avait fui en Alsace. Les 3 semaines qui s'étaient écoulées depuis son arrivée avaient transformé Élise. La femme brisée, l'épouse fantôme, avait disparu, remplacée par une silhouette plus mince mais plus forte, la peau hâlée par le soleil, les cheveux éclaircis par la lumière, et les mains, enfin, retournées à leur état naturel, tachées de terre, callositeuses, vivantes.
Le jardin clos était méconnaissable. C'était devenu son territoire. Elle avait tracé des parcelles avec la précision d'un architecte. La serre, dont les vitres brillaient désormais, abritait des semis de laitue d'hiver et d'herbes aromatiques. Dans le potager, elle avait bâti des tuteurs en bambou, trouvés dans la remise, pour des haricots tardifs et planté des rangées de pensées et de soucis, non seulement pour la couleur, mais aussi, comme elle l'avait appris dans ses livres, pour attirer les pollinisateurs et repousser les nuisibles. C'était un ordre qu'elle imposait, non pas par la force, mais par l'encouragement. Gabrielle l'observait, elle le sentait. Elle ne le voyait pas toujours, mais elle voyait les traces de son observation. Un matin, elle avait trouvé sur le seuil de la serre un sac de 50 kilos de terreau biologique de la meilleure qualité. Un autre jour, un catalogue de semences anciennes était apparu sur la table de la cuisine, à côté de la fougassou. Il ne disait rien, mais il voyait son travail et y répondait par ses gestes silencieux, transactionnels, qui étaient sa langue maternelle. Leur cohabitation était devenue une danse. Ils ne dînaient plus ensemble, mais parfois, tard le soir, quand elle rentrait, fatiguée et affamée, elle le trouvait dans la cuisine, lisant des rapports sur sa tablette. Il ne levait pas les yeux, mais il lui disait « Sophia a fait un tian. Il est dans le four. » Et elle répondait « Les anémones que j'ai trouvées près du ruisseau ont pris. Elles seront belles au printemps. » C'était une conversation d'agriculteurs, un échange de faits sur la terre qu'ils partageaient. Ce soir-là, la lune était si brillante qu'elle aurait pu continuer à travailler. Elle était en train de pailler ses nouvelles plantations de fraises quand son ombre s'allongea devant elle. Il se tenait à l'entrée du potager. Il ne portait pas sa tenue de PDG. Il était en tenue de travail, celle des vignes. Il avait l'air fatigué. « Vous ne vous arrêtez jamais, dit-il. » Sa voix était basse, portant dans le crépuscule. « La terre non plus, répondit-elle, sans cesser de tasser le paillis. Elle n'attend pas que vous soyez prêts, elle exige. » Il fit quelques pas, ses bottes s'enfonçant dans la terre meuble qu'elle avait retournée. Il s'accroupit près d'un rang de lavande qu'elle avait taillé. « Vous faites cela pour vous, dit-il, pas pour moi. »« Je le fais parce que c'est ce que je suis, corrigea-t-elle. Je suis une fleuriste. Je cultive. » Il prit un brin de romarin entre ses doigts, le froissa. L'odeur piquante monta vers eux. « Quand j'étais enfant, après mon départ de Lyon, après que... » Il s'arrêta. Il ne parlait jamais de son passé. « Mon père m'a envoyé dans un internat en Suisse. C'était l'exact opposé d'ici. Froid, stérile, tout était contrôle. La seule chose vivante était un vieux pommier dans la cour. Les autres élèves le mutilaient, gravaient leur nom dessus. J'ai passé un hiver à le soigner en secret. Je volais du tissu à l'infirmerie pour bander ses plaies. » Élise s'arrêta de travailler. Elle se tourna vers lui. Il regardait le vide, perdu dans ce souvenir. « Il est mort quand même, » dit-il d'un ton neutre. « J'ai appris là que l'amour ne suffit pas. Il faut le pouvoir de le protéger, le pouvoir de le contrôler, » murmura-t-elle. Il tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. « N'est-ce pas la même chose ?»« Non, » dit-elle fermement. « C'est ce que vous faites avec vos vignes. Vous ne les contrôlez pas, vous les écoutez. Vous les renforcez pour qu'elles se défendent elles-mêmes. C'est du respect. Le contrôle, c'est ce que Julien voulait. Posséder une idée de moi, pas moi. » Le nom, prononcé à voix haute pour la première fois entre eux, resta suspendu. Gabrielle se releva lentement, s'essuyant les mains sur son jean. Il la regardait d'une manière nouvelle, comme s'il ne la voyait que maintenant. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose d'important. Elle le sentait. Ring. Le son fut une agression, une violation, une sonnerie stridente, pas son téléphone à lui, mais le téléphone fixe de la maison, celui qu'elle n'avait jamais entendu sonner. C'était une ligne sécurisée, une ligne d'urgence. Gabrielle se figea. Son visage se durcit instantanément. Le vigneron disparut. Le PDG, l'homme de l'internat suisse, revint. « Restez ici, » dit-il d'un ton sec, avant de s'éloigner à grandes enjambées vers la Bastide. Elle resta dans le jardin, le cœur battant. La magie du moment était brisée. Elle attendit une minute, puis, n'y tenant plus, elle le suivit. Elle resta à l'extérieur, dans l'ombre de la terrasse, regardant à travers la baie vitrée.
Il était dans la cuisine, le combiné pressé contre son oreille. Il faisait les 100 pas, il ne parlait pas, il écoutait, et son visage était un masque de fureur contenue, une fureur froide, plus terrifiante que n'importe quelle explosion de colère. « Non », dit-il enfin, sa voix coupante, « c'est inacceptable. Je me moque de ce que pense Clémence, c'est mon conseil d'administration que je dois gérer, une fusion basée sur... Quoi ?» Il s'arrêta net. Il venait de voir quelque chose sur sa tablette, qu'il avait allumée pendant l'appel. Il resta immobile, si immobile qu'Élise crut qu'il avait cessé de respirer. Puis, très lentement, il leva les yeux de l'écran et son regard trouva le sien à travers la vitre, à travers la nuit. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu, de la vulnérabilité, une fêlure dans l'armure. Il raccrocha sans un mot d'adieu. Il resta là, dans la cuisine, la fixant. Puis il fit un geste, lui ordonnant d'entrer. Elle entra, s'essuyant les pieds par réflexe. L'atmosphère était électrique. « Qui était-ce » demanda-t-elle. « Mon père » dit-il, le mot sonnant comme un blasphème. Et par extension, le monde entier. Il retourna la tablette vers elle. Ce n'était pas un site d'affaires, c'était un magazine People, un site de gossip parisien, et il y avait une photo. Elle n'était pas floue. Elle avait été prise au téléobjectif, depuis les collines. C'était elle. Dans le potager, il y a 2 jours, couverte de terre, un vieux chapeau de paille sur la tête, trouvé dans l'armise. Elle riait, parce qu'une grenouille avait sauté sur sa botte. Et à côté d'elle, il y avait Gabriel. Il la regardait, pas comme un PDG, pas comme un sauveur, mais comme un homme regarde une femme. Le titre, en lettres capitales, barrait l'écran. Le roi du luxe écolo se cache en Provence, Gabriel Lefebvre est la fleuriste de Colmar. Et en sous-titre, après le scandale du mariage raté, la Cendrillon alsacienne a-t-elle trouvé son prince charmant ou son prochain problème? Élise sentit le sang quitter son visage. L'air lui manqua. Ils nous ont trouvés, murmura-t-elle. Ils ne m'ont jamais perdu, Élise, répondit Gabriel, sa voix glaciale. Ils attendaient une faiblesse. Il tapa sur l'écran, faisant apparaître un article connexe. Une photo de Julien, l'air contrit, sortant de sa boulangerie. Et une photo d'une femme, incroyablement belle, blonde, au sourire carnassier, sortant d'un immeuble parisien. La légende indiquait Clémence Duret, héritière des parfums Duret et ex-compagne de Lefebvre, refuse de commenter la nouvelle idylle du milliardaire. La bulle de silence et de vigne venait d'exploser. Le monde extérieur n'était pas seulement en train de frapper à la porte, il venait de la défoncer. La tablette entre les mains de Gabriel était devenue une arme, et l'image qu'elle affichait, une balle en plein cœur. Élise recula d'un pas, comme si l'objet pouvait la brûler. Le sang qui avait afflué à ses joues dans le jardin s'était retiré si violemment qu'elle sentit un vertige, le même qu'elle avait ressenti sur le parvis de l'église. La fleuriste de Colmar, le scandale du mariage raté, Cendrillon alsacienne. Les mots la frappaient, la réduisaient, la figeaient dans une caricature qu'elle avait fui. Elle n'était plus Élise, la femme qui avait reconstruit une serre, la femme qui avait senti la terre. Elle était redevenue un fait divers. Et le pire de tout, elle avait entraîné Gabriel dans sa chute. Elle l'avait souillé de son chaos. Je suis désolée, murmura-t-elle. Sa voix était un fil. Je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu. Gabriel ne la regarda pas. Ses yeux gris acier étaient rivés sur l'écran, mais il ne lisait plus l'article. Il regardait au-delà, analysant les ondes de choc. « Ce n'est pas vous qui avez pris la photo, Élise, » dit-il, sa voix d'une froideur polaire, chaque mot détaché comme un éclat de glace. « Ce n'est pas vous qui l'avez publiée. » Il posa la tablette sur l'îlot de marbre et se retourna. Il ne la regardait plus comme l'homme du jardin. Il la regardait comme un général évalue un champ de bataille. « Ils ont franchi les portails, » dit-il, moins à elle qu'à lui-même. « Ils sont sur la colline. » Une fureur, non pas chaude mais blanche, émanait de lui. Ce n'était pas la colère d'un homme dont l'intimité était violée. C'était la rage d'un souverain dont la forteresse avait été infiltrée. Il prit son téléphone portable, celui de tous les jours, et composa un numéro.
Il n'attendit pas que ça sonne. Il parla à un interlocuteur invisible à Paris, sa voix ne dépassant jamais un niveau de conversation, mais chaque syllabe était chargée d'une autorité absolue. Antoine. Un silence. Gossip Paris Mag. Je veux l'article supprimé. Pas dans 1 heure, dans 10 minutes. Je me moque de qui possède le groupe. Trouvez un levier. Non, ne négociez pas. Achetez-les. Achetez le site entier si nécessaire, puis fermez-le. Et la photo. Je veux la source. Je veux le nom du photographe. Je veux savoir qui l'a payé. Et je veux une surveillance périmétrique totale sur le domaine. Personne n'entre, personne ne sort. Des drones, s'il le faut. Compris ? Il raccrocha sans attendre de réponse. Élise le regardait horrifiée. Acheter le site entier. L'échelle de son pouvoir était inimaginable. C'était un pouvoir qui ne résolvait pas les problèmes. Il les effaçait. Elle se sentit soudain encore plus petite, encore plus démunie. Elle n'était pas dans son monde. Elle était une souris dans un combat de lions. « Gabrielle !» dit-elle, sa voix retrouvant une once de fermeté. Elle n'était peut-être pas puissante, mais elle avait sa dignité. « Je ne peux pas rester. Regardez ce que je vous ai apporté. Je suis... » Elle déglutit le mot « problème » de l'article lui brûlant la langue. « Je suis le scandale. Je suis la faute de goût qui vous suit partout. » Elle fit un pas vers le couloir, vers sa chambre, vers son sac à dos, sa seule possession. « Je vais partir. Je peux appeler un taxi. Je retournerai à Colmar. J'affronterai... » Non, le mot, sec et sans appel, la cloua sur place. Elle se retourna. Il ne s'était pas rapproché, mais son intensité emplissait la pièce. « Vous ne partez nulle part, dit-il. Vous ne pouvez pas me retenir, s'exclama-t-elle, une pointe de panique dans la voix. Était-elle passée d'un refuge à une prison? Vous ne comprenez pas, dit-il, passant une main lasse sur son visage, le seul signe de sa fatigue. Vous croyez que cela concerne encore Colmar? Vous croyez que cela vous concerne, vous? Il s'approcha, s'arrêtant de l'autre côté de l'îlot, ce bloc de marbre qui les avait tant de fois séparés. L'appel que j'ai reçu, c'était mon père. Il ne m'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Il m'a appelé pour m'envoyer cet article. Votre père? Mon père, répéta-t-il, le mot chargé de tout le poids de l'internat suisse et du pommier mort. Il déteste ce que j'ai construit. Il déteste la maison Léandre. Il déteste l'idée de luxe écologique. Pour lui, c'est une faiblesse, un caprice de gosse. Il veut la fusion. La fusion, répéta Élise, perdue. Avec Duret. Les parfums, dit-il, son regard se durcissant. Une entreprise dirigée par Clémence Duret, mon ex-fiancée. La photo de la blonde carnassière sur l'article. Élise comprit, c'était un monde de requins. Ils veulent que je sois imprudent, continua Gabriel, sa voix basse et rapide, comme s'il pensait à voix haute. Ils veulent que je sois émotionnel. Cet article, il montra la tablette d'un geste méprisant. Cette photo de moi vous regardant, c'est une preuve, la preuve que le PDG de la maison Léandre n'a plus sa maîtrise, qu'il est distrait par une fleuriste, qu'il est faible. Élise sentit la nausée monter. Elle n'était pas une personne, elle était une preuve. Une pièce à conviction dans un procès de plusieurs milliards d'euros. Si vous partez maintenant, dit-il, son regard gris la transperçant, si vous fuyez au milieu de la nuit, paniquez, vous confirmez leur récit. Vous prouvez que vous êtes une liaison honteuse. Vous prouvez que j'ai quelque chose à cacher. Vous me donnez tort, et vous leur donnez, à mon père et à Clémence, exactement ce qu'ils veulent. Un levier pour forcer le conseil d'administration à écouter leur offre de sauvetage. Elle resta immobile, piégée dans la logique impitoyable de son monde. Si elle restait, elle était un problème. Si elle partait, elle devenait une catastrophe. Alors, qu'est-ce que je fais ? Demanda-t-elle, sa voix brisée par l'impuissance. Que voulez-vous que je sois ? Il y eut un long silence. Il la regarda. Il vit la terre sur ses mains, le désarroi dans ses yeux. Il vit la femme du jardin, pas la Cendrillon de l'article. Une émotion qu'il ne s'autorisait jamais, un mélange de respect et d'une protectrice fureur, traversa son visage. « Je veux que vous restiez, » dit-il. Sa voix avait perdu sa dureté, remplacée par une intensité presque suppliante. Pas en vous cachant, pas comme un secret, mais comme... Il s'arrêta, cherchant le mot. Comme quoi, Gabriel? Votre variable,
votre projet, votre faute de goût en résidence. La douleur de sa situation la rendait cruelle. Non, dit-il, comme ma force. Elle le fixa incrédule. Il pense que vous êtes ma faiblesse, dit-il, en s'approchant enfin, contournant l'îlot, réduisant la distance entre eux. Je vais leur montrer que vous êtes mon choix. Ils veulent jouer? Très bien, nous allons jouer, mais selon mes règles. Le téléphone qu'il tenait toujours vibra. L'écran s'alluma. Un message d'Antoine. Gabriel le lut, et un sourire glacial, plus effrayant que toute sa colère, se dessina sur ses lèvres. L'article est hors ligne, dit-il. Le site est en maintenance. Le photographe est un indépendant qui a reçu un virement anonyme d'un compte offshore. Il leva les yeux vers elle. Ils ont commencé. Maintenant, c'est à nous. Il se dirigea vers son bureau. Qu'est-ce que ça veut dire, à nous? Lança-t-elle dans son dos. Il s'arrêta à la porte de son bureau, la clé déjà dans sa main. Cela signifie, Élise, dit-il en se retournant, que le monde pense que vous êtes ma maîtresse. Demain, nous allons leur montrer qui vous êtes vraiment. Il entra dans son bureau. Le clic de la serrure résonna dans le silence et Élise resta seule, dans la cuisine luxueuse, le cœur battant à tout rompre, ne sachant pas si elle venait d'être sauvée ou prise en otage. La serrure se ferma avec un clic sec. Élise resta immobile, le son de ce mécanisme de laiton résonnant dans la cuisine silencieuse comme le verrou d'une cellule de prison. Elle était seule, baignée par la lumière froide de la lune qui se déversait à travers les baies vitrées. Le silence du domaine, autrefois un baume, était devenu menaçant. Un vide rempli de paparazzi cachés, de guerres d'entreprise et du poids des attentes d'un homme qu'elle ne comprenait pas. Elle ne dormit pas cette nuit-là. L'adrénaline de la confrontation, la brûlure de l'humiliation publique, une seconde fois, mais à une échelle tellement plus vaste, chassait toute possibilité de repos. La somptueuse chambre d'amis lui faisait l'effet d'une cage. Vers 3 heures du matin, elle se leva. Elle n'enfila pas un peignoir. Elle remit ses vêtements de travail, le jean usé, les bottes. Elle sortit de la Bastide endormie, frissonnant dans l'air frais de la nuit. Elle ne se dirigea pas vers la colline, vers un point de fuite. Elle alla droit au potager. Son potager. Elle attrapa la bêche. Sous la lumière irréelle de la pleine lune, elle commença à travailler. Elle ne travaillait pas, elle se battait. Chaque coup de bêche dans la terre compacte était un coup contre Julien, un coup contre les journalistes parisiens, un coup contre Clémence Duret et le père de Gabriel. C'était une rage froide, une fureur productive. Cendrillon, fleuriste de Colmar. Problème! Elle retourna la terre pour une nouvelle parcelle, ses muscles brûlants, la sueur piquant ses yeux. Elle n'était pas un bibelot fragile qu'on sauve. Elle n'était pas une faiblesse. Elle était une force. Elle était une femme qui faisait pousser la vie dans un sol mort. Qu'ils viennent la voir, maintenant, qu'ils osent la photographier, non pas en train de rire comme une idiote, mais en train de fendre la terre. L'aube la trouva là, le ciel passant du velours indigo à un gris rosé. Elle était couverte de boue, ses cheveux collés à son front, ses mains saignantes à travers ses gants. Elle haletait, non de fatigue, mais d'une détermination pure. Le bruit d'une porte coulissante lui fit lever la tête. Il était là, sur la terrasse, une tasse de café à la main. Il était d'une propreté impeccable. Il portait une chemise blanche à col ouvert et un pantalon de costume gris. Il avait dû passer la nuit dans son bureau. Il n'y avait aucune trace de sommeil sur son visage, seulement une intensité d'acier. Il ressemblait au PDG qui venait d'avaler un concurrent avant le petit déjeuner. Il la regarda, là, dans le jardin dévasté et reconstruit par sa fureur nocturne. Il regarda le travail accompli, une parcelle entière prête à être plantée. Il la regarda, elle, la guerrière debout. Il ne dit rien. Il descendit les marches de pierre et s'avança vers elle, sa tasse de café fumant dans l'air frais du matin. Il s'arrêta à la lisière du potager, ses chaussures italiennes en cuir s'arrêtant juste avant la terre retournée. « Vous n'avez pas dormi ?» dit-il. « Vous non plus » répliqua-t-elle, sa voix rauque. « Alors, quel est-il votre plan de bataille, général? M'enfermez-vous dans la cave jusqu'à ce que la fusion soit signée ?» Il ignora son sarcasme.
Son regard gris parcourut son visage sali, s'attardant sur l'égratignure à sa tempe où une branche l'avait fouetté. « Je n'ai pas de plan, dit-il. » Elle se figea, la bêche à la main. « Quoi? Mais vous avez dit... » « J'ai dit que nous leur montrerions qui vous êtes, mais je ne peux pas le faire sans vous. J'ai passé la nuit à préparer le terrain, mais l'attaque, c'est vous qui la déciderez. » C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Il ne lui donnait pas d'ordre. Il lui demandait « La permission ? Antoine, mon directeur de la communication, a 2 options prêtes, » dit-il en buvant une gorgée de café, son regard ne quittant jamais le sien. Option 1, la dissimulation. Nous publions un démenti sec. Nous disons que vous êtes une vieille amie de la famille en convalescence. C'est propre, c'est froid. Ça les fera taire un temps, mais ça confirmera à mon père que je vous cache, que vous êtes une honte. Il fit une pause. Option 2, larmes. Elle attendit, son cœur battant contre ses côtes. Ils vous ont appelé la fleuriste, dit-il, le mot chargé de mépris. Ils vous ont traité comme une distraction. Et si nous leur montrions que vous n'êtes pas la distraction, mais le projet lui-même? Il sortit son téléphone et lui montra un document, un brouillon de communiqué de presse destiné non pas au magazine People, mais au Monde et aux grands journaux économiques. Le titre était « Maison Léandre investit dans l'avenir de la biodynamie, un partenariat avec l'artisan botaniste Élise Moreau ». Elle lut les lignes, ses yeux s'écarquillant, le souffle coupé. Le texte ne parlait pas d'un scandale. Il ne parlait pas d'un mariage raté, il parlait d'elle. Il parlait de ses techniques innovantes de culture biologique, de sa compréhension intuitive du terroir, de la restauration du potager historique du domaine de la source cachée, comme un projet pilote. Il annonçait la création d'une nouvelle fondation, le Jardin de Verre, dédié à la recherche sur les plantes tinctoriales et à parfums pour l'industrie du luxe durable. Et elle, Élise Moreau, en était nommée la directrice. Elle ne pouvait pas parler. C'est faux. Je ne suis pas artisan botaniste. Je suis fleuriste. J'ai juste nettoyé la serre. Vous plaisantez? Dit-il, et pour la première fois, il y avait de l'émotion pure dans sa voix. De l'impatience, presque de l'admiration. Vous avez passé 3 semaines à faire ce que mes équipes d'agronomes n'ont pas réussi à faire en 1 an, redonner vie à cette terre. Vous parlez le même langage que mes vignes. Fleuriste, c'est le mot qu'ils utilisent pour vous diminuer. Artisan est le mot que j'utilise pour vous décrire. Il s'approcha, posant le pied sur la terre meuble, ruinant ses chaussures. Il lui prit la main gantée, celle qui tenait la bêche. Ils ont lancé une attaque sur mon terrain, Gabriel Lefebvre, le PDG. Je réponds sur le vôtre, Élise Moreau, la créatrice. Il la regardait. C'était un choix. Son choix à elle. Il lui offrait non pas une fuite, mais une plateforme. Il ne voulait pas la sauver, il voulait la promouvoir. Elle regarda le communiqué, puis le jardin qu'elle avait bâti de ses mains nues. Elle se vit à travers ses yeux. Pas la victime, pas la Cendrillon, mais l'architecte. Elle releva le menton, la boue séchant sur ses joues. « D'accord, dit-elle. » Sa voix était ferme. « Nous le faisons, mais à une condition. » Un sourcil de Gabriel se haussa. Pas de photo de moi en train de rire dans un chapeau de paille. Pas de photo de nous deux. Elle montra ses mains. Juste des photos de ça. Du travail, de la terre, des plantes, qu'il voit le jardin, pas la fleuriste. Un sourire lent, le premier vrai sourire qu'elle ait jamais vu de lui, un sourire de pure satisfaction stratégique, se dessina sur son visage. C'est exactement ce que j'espérais, Élise. Il sortit son téléphone et appela Antoine. Antoine. C'est Gabriel. Lancez l'option 2, complètement. Et prévenez l'équipe photo. Nous commençons le shooting. Maintenant. Il raccrocha et la regarda. Elle, dans sa tenue de combat boueuse. Allez vous laver, dit-il, son ton s'adoucissant. Non, attendez. Il prit son propre téléphone. Il ouvrit l'appareil photo. Quoi? Dit-elle, sur la défensive. La première photo, dit-il. C'est moi qui la prends. Et il l'a pris en photo, pas souriante, pas posée, juste elle, à l'aube, la bêche à la main, le visage couvert de terre et de détermination. « Parfait, dit-il, le monde est prêt pour vous. » L'aube s'était transformée en matinée et le potager était devenu un studio à ciel ouvert. Mais ce n'était pas un studio de la maison Léandre.
Il n'y avait pas de spot, pas de réflecteur en argent, pas de maquilleur s'agitant avec des pinceaux. L'équipe photo qu'Antoine avait envoyée de Paris n'était composée que de 2 personnes, un photographe de reportage, un homme buriné qui avait couvert des zones de conflit, et son assistante qui ne transportait que des objectifs et des batteries. Ils se déplaçaient avec une économie de gestes, un respect presque religieux pour le lieu. Et Élise était leur sujet. Elle avait fait ce que Gabriel avait demandé. Elle s'était lavé le visage et les mains, mais elle n'avait pas changé de tenue. Elle avait remis ses bottes boueuses, son jean taché de terre. Sur la demande silencieuse du photographe, elle avait recommencé à travailler. Chaque photo était un acte. Ce n'était pas elle posant. C'était elle en train de planter un jeune figuier. Elle en train d'inspecter un rang de semis dans la serre. La lumière, la découpant à travers la structure de verre. Ses mains, en très gros plan, plongeant dans le sac de terreau. Le photographe ne lui demandait jamais de sourire. Il lui demandait de faire. Gabriel se tenait à l'écart, près de la porte de la Bastide, son téléphone collé à l'oreille. Il était redevenu le général, dirigeant une guerre sur plusieurs fronts. Il ne la regardait pas. Il coordonnait l'assaut. Après 1 heure, le photographe s'est approché d'elle, son appareil baissé. « C'est bon, nous l'avons », dit-il d'une voix grave. « Vous êtes incroyablement photogénique, mademoiselle. La vérité l'est toujours. » Au moment où ils rangeaient leur matériel, le communiqué de presse était parti. Comme un barrage qui cède, le monde numérique répondit. D'abord, ce furent les agences de presse sérieuses, l'AFP, Reuters, puis les journaux économiques. Élise était retournée à l'intérieur, s'asseyant sur un tabouret de la cuisine, les mains tremblantes d'une fatigue qu'elle n'avait pas sentie jusqu'alors. Elle se sentait comme une usurpatrice, artisan botaniste, directrice. Ces mots lui semblaient appartenir à une autre femme. Gabriel entra, rangeant son téléphone dans sa poche. L'intensité de son visage s'était apaisée, remplacée par une concentration neutre. « C'est fait », dit-il. Il lui tendit sa propre tablette. L'article de Gossip Paris Mag avait disparu. À la place, le site du Figaro Économie était ouvert. La maison Léandre se diversifie. Gabriel Lefebvre lance le Jardin de Verre, une fondation de recherche en biodynamie. Et là, en photo d'ouverture, ce n'était pas elle, ce n'était pas lui. C'était la photo qu'il avait prise, celle qu'elle avait demandée, un plan serré sur ses mains, tenant un plant de romarin avec la terre riche du potager en arrière-plan. C'était anonyme, et pourtant si profondément personnel. « Il ne parle plus de vous, dit-il doucement, en s'appuyant contre l'îlot. Ils parlent de la fondation, ils n'analysent pas votre robe, ils analysent l'impact boursier de cet investissement durable. Mais c'est un mensonge, Gabriel, murmura-t-elle, incapable de se réjouir. C'est un décor, c'est ma serre, oui, mais cette fondation, ce titre, je ne suis pas directrice de quoi que ce soit. Je suis juste... Et vous êtes quoi, Élise ? La coupa-t-il, sa voix se durcissant. Une simple fleuriste ? C'est ce que Julien vous a fait croire, c'est ce que Colmar vous a fait croire, que parce que vous travaillez de vos mains, vous n'êtes pas stratégique. Il fit le tour de l'îlot, s'arrêtant devant elle. Il n'y avait plus de distance entre eux. Ce que vous avez fait dans ce jardin en 3 semaines est plus réel que n'importe quel bilan financier que j'ai signé ce mois-ci. Vous n'êtes pas une usurpatrice. Vous êtes la seule chose authentique dans cette histoire. Le titre ne fait que rattraper la réalité. Son regard était si intense qu'elle dut baisser les yeux. Il voyait en elle des choses qu'elle-même n'avait jamais osé revendiquer. Le téléphone sonna, pas son portable. Le téléphone fixe de la maison, la ligne de crise. Ils se figèrent tous les deux. Le son strident était une violation de ce moment de calme tendu. Gabriel ne se précipita pas. Il la regarda une seconde de plus, comme pour lui dire « L'armistice est terminé ». Puis il se retourna et décrocha. Oui, il écouta. Élise le vit se raidir. Une main se leva pour se passer sur le visage, un geste d'une lassitude infinie. « Non, père, je n'ai pas le temps pour vos félicitations. » Un silence. Gabriel écoutait, son visage devenant un masque de pierre. « Bien sûr, elle est ravie. J'imagine que l'invitation est déjà partie. Non, ce n'est pas un problème. Nous serons là. »
Il raccrocha, non pas avec colère, mais avec une précision contrôlée, posant le combiné si doucement qu'il ne fit aucun bruit. « C'était mon père, dit-il. »« J'avais compris, répondit Élise, son estomac se nouant. Qu'est-ce qu'il voulait ?» Gabriel se tourna vers la baie vitrée, regardant les vignes, sa forteresse. « Ils ont lu l'article. Notre contre-attaque a fonctionné. Trop bien peut-être. Je ne comprends pas. Nous avons changé le récit, expliqua-t-il, sa voix plate, analytique. Nous avons transformé ma maîtresse en un atout stratégique. Ils ne peuvent plus m'attaquer sur ma faiblesse. Alors, ils vont attaquer notre force. » Il se tourna vers elle. Le PDG était parti. C'était l'homme de l'internat suisse, le garçon qui soignait le pommier mort. Mon père et Clémence Duret président le grand bal de la Riviera, à Nice, dans 3 jours. C'est l'événement caritatif de l'année. Toute l'élite financière et médiatique d'Europe y sera. Il marqua une pause, la laissant absorber l'information. Il vient de nous inviter officiellement. Pas seulement nous, mais mademoiselle Élise Moreau, directrice du Jardin de Verre, qu'il souhaite présenter à ses amis investisseurs. La nausée remonta chez Élise. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation, un piège. Ils veulent m'exposer, souffla-t-elle. Ils veulent me mettre sur une scène, devant tout le monde, pour prouver que je ne suis pas à ma place, pour prouver que l'artisan botaniste n'est qu'une fleuriste en robe de soirée. Exactement, dit Gabriel. Ils vont essayer de vous humilier publiquement, de prouver que vous n'êtes qu'un décor. Si vous échouez, si vous semblez faible ou déplacé, ils prouvent que je suis un imbécile et que mon projet n'est qu'une façade pour couvrir une liaison. La fusion avec Duret redevient la seule option logique pour le conseil. Elle le regarda, paniquée. « Alors il ne faut pas y aller. Nous restons ici. Nous disons que je suis malade. » Gabriel secoua la tête. « Non, c'est ce qu'ils attendent. Si nous n'y allons pas, c'est un aveu de défaite. C'est la preuve que j'ai peur de vous montrer. » Il s'approcha d'elle, réduisant le dernier mètre qui les séparait. Il ne la toucha pas. Mais sa proximité était écrasante. « Nous avons gagné la bataille médiatique, Élise. Maintenant, nous devons gagner la guerre sociale, et nous la gagnerons sur leur terrain, à Nice. » Il la regardait, non plus comme un sauveur, mais comme un allié, regardant son partenaire avant l'assaut final. « Ils s'attendent à voir une fleuriste effrayée. Ils s'attendent à ce que je vous cache. » Un sourire presque douloureux étira ses lèvres. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, ni vous, ni moi. Les 3 jours qui séparèrent la guerre médiatique du bal de Nice furent d'une intensité surréaliste. Le domaine de la source cachée n'était plus un refuge, c'était un quartier général. Antoine, le directeur de la communication, était arrivé de Paris. La maison bourdonnait d'appels en conférence, d'analyses de sentiments de marché et de stratégie pure. Élise était au centre de ce cyclone, et pourtant, elle n'y prenait pas part. Elle passait ses journées dans son jardin, les mains dans la terre, tandis que le jardin de verre devenait un concept boursier, une ligne dans un rapport d'investisseur. Elle était l'âme d'une opération dont elle ne comprenait pas le corps. Gabriel ne lui avait pas acheté de robe, il ne l'avait pas envoyée chez un grand couturier. L'acte aurait été trop simple, trop transactionnel, trop Cendrillon. Non. Il avait fait venir 2 premières d'atelier de la maison Léandre. Elles avaient travaillé sur elle, non pas comme sur un mannequin, mais comme sur une sculpture. Elle n'avait pas pris ses mesures en silence. Elle lui avait posé des questions sur la couleur de la terre du potager après la pluie, sur la texture du lin. La robe qu'elles créèrent en 48 heures n'était pas une robe de bal, c'était une armure, faite d'une soie sauvage, teinte avec des pigments naturels pour obtenir une couleur indéfinissable, ni verte, ni grise, ni brune, la couleur de l'écorce d'un olivier sous la lune. La robe était d'une simplicité monacale, pas un bijou, pas une paillette. Sa seule concession au luxe était la coupe, qui tombait sur elle comme de l'eau, et le tissu qui semblait vivant. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne vit pas la fleuriste de Colmar. Elle ne vit même pas l'artisan botaniste. Elle vit une inconnue, une femme qui avait la même stature que Gabriel. Ils s'attendront à du rouge ou du noir.
Ils s'attendront à ce que j'ai fait de vous une caricature de la maison Léandre, lui avait-il dit, la rejoignant avant de monter dans l'hélicoptère qui les mènerait à Nice. Ils ne s'attendent pas à vous. La villa Ephrussi de Rothschild était un joyau posé sur la Méditerranée, un fantasme de la belle époque dégoulinant de marbre rose et de jardins luxuriants. Des centaines de personnes, l'élite financière et culturelle de l'Europe, se pressaient dans les allées, l'air vibrant du son d'un orchestre à cordes et de la cacophonie des ambitions. Quand ils entrèrent, un silence se fit, un hush qui suivit leur progression comme une vague. Tous les yeux se tournèrent. Ils ne la cherchaient pas, elle. Ils cherchaient Gabrielle Lefebvre. Et ils le virent, non pas avec une starlette, mais avec cette femme à la robe de terre, dont l'austérité faisait paraître toutes les autres tenues criardes et désespérées. Il tenait son bras, mais ce n'était pas un geste de possession. C'était un geste d'alliance. Il la menait au front. « Respirez », murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « N'oubliez pas, vous êtes la seule personne ici qui crée quelque chose de réel. Tous les autres ne font que le compter. » Les vautours ne tardèrent pas. Ils vinrent en couple souriant, leurs yeux morts. D'abord Clémence Duret. Elle était spectaculaire, vêtue d'une robe rouge sang qui semblait sculptée sur son corps, des diamants à ses oreilles et à son cou. Elle glissa vers eux, un verre de champagne à la main, son sourire un rasoir. « Gabrielle, chérie !» Sa voix était un ronronnement. « Vous voilà enfin !» Elle se tourna vers Élise, son regard la scannant de haut en bas, s'arrêtant sur l'absence totale de bijoux. Et Mademoiselle Moreau, quelle charmante robe, si terre à terre. Élise sentit la piqûre. Elle se prépara à répondre, mais Gabrielle fut plus rapide. « Clémence, votre robe est magnifique. Les archives de votre père, le synthétique des années 90, revient en force, m'a-t-on dit. » Clémence blêmit, sa prise se resserrant sur son verre. La maison Léandre était farouchement antisynthétique. Il l'avait déclassée en une phrase. Avant qu'elle ne puisse répliquer, un homme plus âgé s'approcha. Il avait les mêmes yeux gris acier que Gabrielle, mais là où ceux de Gabrielle brûlaient d'une intensité contrôlée, ceux de cet homme étaient froids comme la banquise. C'était Auguste Lefebvre. « Gabrielle, dit-il, ignorant Clémence. Mademoiselle Moreau. » Il prit la main d'Élise, un geste de pure courtoisie qui ressemblait à une menace. « Je suis ravi de rencontrer enfin le prodige derrière le jardin de verre. Mon fils a toujours eu un flair pour les investissements inhabituels. »« Il a un flair pour l'avenir, monsieur, » répondit Élise, sa voix étonnamment stable. « La terre est le seul investissement qui n'a jamais menti. » Auguste haussa un sourcil, surpris par sa répartie. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Vraiment ? Nous devrons en reparler. » Gabrielle fut emportée par un groupe d'investisseurs suisses, la laissant seule, un instant délibéré, avec son père. Clémence, voyant qu'elle avait perdu la première manche, s'était éclipsée. « Vous avez du cran, mademoiselle, » dit Auguste en l'attirant légèrement à l'écart, près d'une fontaine. Plus que toutes ces autres distractions. Mais le cran ne suffit pas dans notre monde. Il faut de la lucidité. « Je ne suis pas sûr de vous suivre, » dit Élise, méfiante. « Oh, je pense que si. Vous vous croyez son allié, n'est-ce pas? Son artisan botaniste? Vous croyez en ce conte de fées que vous avez publié ?» Il eut un petit rire sec. « Je crois en mon travail, » dit-elle. « Votre travail, » répéta-t-il, goguenard. « Et si ce travail n'était qu'un autre de ses achats? Gabriel est un homme qui collectionne. Il collectionne les entreprises, les causes et les gens brisés. » Le sang d'Élise se glaça. Le pommier mort. « Quoi? Rien. Une histoire qu'il m'a racontée. »« Bah, les histoires, » dit Auguste. « Il est doué pour ça. Laissez-moi vous en raconter une vraie. Une histoire sur une petite boutique de fleurs à Colmar. Les rêves de Flore. Joli nom. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment? Votre grand-père a laissé un chaos, n'est-ce pas? Des dettes que vous n'auriez jamais pu rembourser en vendant des pivoines, une hypothèque sur le point d'être saisie. Vous alliez tout perdre. La boutique, la maison de vos parents. Non, c'est... Nous nous en sortions, balbutia-t-elle, mais le mensonge mourut dans sa gorge. Elle avait toujours su que c'était précaire. Vous n'aviez aucune chance, dit Auguste d'un ton clinique. Et puis, le miracle.
24 heures après votre humiliation publique à l'église, un donateur anonyme a contacté votre banque. Un virement de 300 000 €, assez pour éponger l'ardoise et vous garantir 10 ans de tranquillité. Il se pencha vers elle, son parfum de vétiver cher l'enveloppant. « Mon fils ne vous a pas sauvé de Colmar, mademoiselle Moreau. Il vous a acheté. Le domaine, le titre, la fondation, ce n'est que la suite logique de la transaction. Il a acheté l'oiseau blessé et maintenant il lui construit une jolie cage de verre. » Elle resta figée. La musique, les rires, le clapotis de la fontaine, tout disparut. Un projet de resgate, le jardin, son travail, sa sueur, ce n'était pas une alliance. C'était une charité de milliardaire si vaste qu'elle l'avait prise pour de l'estime. Je ne veux pas te sauver, je veux t'aimer. La promesse qu'elle espérait et le mensonge qu'elle découvrait. Gabriel la cherchait du regard. Il sourit, soulagé de la voir. Il s'avança vers elle, triomphant, ayant repoussé les investisseurs. Il avait gagné. « Élise, commença-t-il, son regard s'adoucissant. Tout va bien. Ils adorent. » Elle leva les yeux vers lui. Son visage était d'une pâleur de cire. La femme de la terre avait disparu. La mariée de Colmar était de retour. Pourquoi? Sa voix était à peine un souffle. Il s'immobilisa. Quoi? Les rêves de Flore, l'argent, le masque de Gabriel Lefebvre, le PDG, le général, l'homme de contrôle se fissura. Pour la première fois de sa vie, il n'avait rien anticipé. Il était pris. Élise, ce n'était rien. C'était rien? Elle rit, un son sec et brisé. 300 000 €, ce n'est rien. Elle recula, s'éloignant de lui. Les gens commençaient à les regarder. La tension était palpable. Auguste et Clémence observèrent depuis l'autre bout de la terrasse, un sourire de victoire sur les lèvres. Le piège s'était refermé. « Je ne suis qu'un autre de vos projets, n'est-ce pas ?» dit-elle, les larmes qu'elle avait refusé de verser pour Julien montant enfin. Le pommier mort, la vigne malade, la fleuriste humiliée. « Vous ne sauvez pas les gens, Gabriel. Vous les possédez. »« Ce n'est pas ça, » dit-il, sa voix basse, urgente, essayant de la rattraper. « Si, c'est ça, » s'exclama-t-elle, sa voix se brisant. « Et le pire, c'est que je ne sais même pas ce qui est le plus humiliant. L'homme qui m'a abandonné à l'hôtel, ou celui qui a acheté ce qui restait de moi. » Elle se retourna, et sous les yeux de toute l'élite européenne, elle se mit à courir. Elle descendit les marches de marbre, sa robe couleur de terre volant derrière elle, fuyant l'homme qui avait tout orchestré, fuyant la cage dorée, et fuyant l'amour qu'elle avait cru, un instant, être réel. La fuite de la villa Efrussi fut un flou de marbre rose, de phares de voitures et de sels marins. Élise avait couru, poussée par une vague de honte si brûlante qu'elle éclipsait tout le reste. Elle ne se souvient pas d'avoir trouvé un taxi. Elle ne se souvient pas du trajet jusqu'à l'aéroport de Nice. Elle se souvient seulement d'avoir tendu sa carte de crédit, la sienne, celle de son compte bancaire de Colmar, pas une carte fournie par Gabriel, et d'avoir acheté le premier billet pour Bâle-Mulhouse, l'aéroport le plus proche de chez elle. Elle avait atterri en Alsace au petit matin, dans la même robe couleur d'écorce, son armure devenue un linceul. Elle était revenue chez ses parents comme elle était partie, en pleine nuit, comme une fugitive. Mais la femme qui était revenue n'était pas celle qui était partie. Celle qui était partie était une victime, fuyant la pitié de sa ville. Celle qui revenait était une survivante, fuyant la pitié d'un homme. Les 2 jours suivants furent un brouillard de chagrin et d'explications confuses à ses parents. Puis, le 3e jour, elle était allée à la banque. « Oui, Madame Moreau », avait dit le directeur, un homme qui l'avait vu grandir. « Nous avons eu des instructions, l'hypothèque a été soldée, un donateur anonyme, une fondation pour la préservation des petits commerces, je crois. 300 000 €. La somme était si obscène, si déconnectée de sa réalité, qu'elle aurait pu en rire. Elle ne l'avait pas fait. Elle avait demandé l'accès au compte, au statut de la boutique. Elle avait regardé les chiffres qui, quelques semaines auparavant, la menaient à la faillite. L'œuvre d'Auguste Lefebvre avait été d'une précision chirurgicale, mais sa vérité était indéniable. Gabriel l'avait achetée avant même de l'avoir invitée en Provence. Elle se tenait ce soir-là dans la boutique de fleurs de son enfance, l'odeur de moisi,
de fleurs fanées, de rêves morts. Elle avait pleuré, non pas pour Julien, non pas pour l'humiliation. Elle avait pleuré pour l'homme qu'elle avait cru voir dans le potager. Puis, une colère froide avait pris la place du chagrin. Elle avait passé un mois entier à ne pas répondre à ses appels. Il n'y en avait eu que 3. Sa fierté, ou peut-être une nouvelle compréhension, l'avait arrêtée. Il n'y avait pas eu de mail, pas de lettre d'avocat, juste le silence. Un silence aussi vaste et assourdissant que celui de la Bastide provençale. Et dans ce silence, Élise s'était mise au travail. Elle avait regardé l'argent, non pas comme un cadeau, non pas comme une aumône, mais comme une arme. La même arme que Gabriel avait utilisée pour elle, elle allait l'utiliser pour elle-même. Elle n'avait pas simplement rouvert les rêves de Flore. Elle l'avait rasé, elle avait vendu l'ancien local, embauché des entrepreneurs, elle avait liquidé le don pour en faire un investissement. Les mois qui suivirent furent une bataille acharnée contre les permis de construire, les fournisseurs et les doutes de sa propre famille. Colmar avait regardé, fasciné. La fleuriste humiliée ne se cachait plus. Elle construisait quelque chose. Là où se tenait l'ancienne boutique délabrée, une structure de verre et de bois clair s'élevait. Une serre moderne, lumineuse, ouverte sur la rue, qui se connectait à une boutique entièrement rénovée. Elle l'avait baptisée sans la moindre hésitation. Au-dessus de l'entrée, des lettres d'acier brossées, simples et élégantes, annonçaient « Jardin de verre ». Elle avait fait de son faux titre sa nouvelle réalité. Elle avait importé la Provence, en Alsace. Elle ne vendait plus seulement des bouquets. Elle vendait des plantes rares, des tisanes biodynamiques, des ateliers de botanique. Elle avait transformé le mensonge stratégique de Gabriel en sa propre vérité. Aujourd'hui, c'était l'inauguration. C'était un après-midi de printemps. 1 an presque jour pour jour après l'église. L'air de Colmar était doux, chargé du parfum des cerisiers en fleurs. Le jardin de verre était bondé. Ses parents, les yeux brillants de larmes, coupèrent le ruban. Les habitants de Colmar, qui l'avaient filmé à son pire moment, étaient revenus en masse, non pas pour l'épier, mais pour célébrer sa réussite. Elle avait réécrit sa propre histoire dans la ville qui l'avait définie. Elle se tenait au centre de sa nouvelle serre, sous un toit de verre qui laissait entrer le ciel, expliquant à la femme du maire comment elle cultivait des Edelweiss en hydroponie. Elle était radieuse, elle portait une simple robe en lin, la couleur de la lavande. Elle était chez elle, et puis elle l'avait senti. Ce n'était pas un son, c'était un changement dans l'air, l'odeur du thym et de la pierre chaude. La foule s'était légèrement écartée, inconsciemment, pour faire de la place. Il se tenait à l'entrée de la boutique, à la lisière de la lumière et de l'ombre. Ce n'était pas le PDG. Il n'y avait pas de costume, pas de voiture noire, pas de garde du corps. Il portait un simple jean et une chemise de lin. Il avait l'air fatigué, il avait l'air plus âgé, il avait l'air seul. Il ne la regardait pas comme un investissement, il ne la regardait pas comme un projet. Il la regardait comme un homme qui avait traversé un désert et qui voyait enfin de l'eau. Il la regardait comme s'il avait peur qu'elle ne soit qu'un mirage. Leurs regards se croisèrent à travers la serre, à travers la foule. Le bruit disparut. Il n'y avait plus que le silence des vignes. Il n'essaya pas de s'approcher. Il attendit. Élise s'excusa auprès de la mère et commença à marcher. Chaque pas était un choix. Elle n'était pas obligée. Elle n'avait plus besoin de lui. Elle s'était sauvée elle-même. Elle arriva devant lui. Il était là, si proche. « C'est magnifique, Élise, dit-il, sa voix basse, un peu rauque. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Non, c'est mieux. C'est le vôtre. Elle hocha la tête, la gorge serrée. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Si, dit-il avec une certitude douloureuse. Vous auriez trouvé un moyen, vous l'avez toujours fait. Il y eut un silence. Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais pour lui offrir quelque chose. C'était un petit bouquet, presque modeste. Des lavandes sauvages, celles qui poussaient près du potager en Provence. Elles étaient simplement attachées par un ruban de lin brut. Ses mains tremblaient légèrement. Il lui tendit le bouquet, et avec lui, un petit billet plié. Elle prit les fleurs, leur parfum lui rappelant tout. Elle ouvrit le billet.
L'écriture était forte, anguleuse, celle d'un homme habitué à signer des contrats de plusieurs milliards d'euros. Mais il n'y avait que 5 mots. « Je ne veux pas te sauver. Je veux t'aimer ». Les larmes qu'elle avait retenues au bal de Nice, les larmes de rage qu'elle avait eues en rentrant, se transformèrent en larmes de libération. Il avait compris. Il ne l'avait pas acheté. Il l'avait libéré, même de lui-même. Elle leva les yeux vers lui, les larmes brouillant son visage. Gabriel la regarda, son cœur dans ses yeux, vulnérable, sans armure, sans stratégie, avec les yeux maréjadeaux. Élise sourit. Elle fit le dernier pas qui les séparait, se mit sur la pointe des pieds et posa le bouquet de lavande sur le comptoir derrière elle. Puis, elle posa sa main sur son cœur à lui et le ramena vers elle. Le reste, seul l'amour pouvait l'écrire.